Hola, comment ça va, mon chum? Yes, MVP, comment ça va, mon gars? Ça va fantastique. Moi, Yes, hey, aujourd'hui, t'allais-tu dire quelque chose? Sais-tu, genre, coupé? absolument rien d'intéressant. Ok, c'est bon. Hey, je suis vraiment content. Aujourd'hui, on a une invitée, en fait, Yes. différente, je devrais dire. On reçoit la gameuse Stéphanie Harvey. Puis là, je dis gameuse, là, elle m'a dit que c'était correct de la présenter en étant une gameuse. Fait que c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais ouais, ça, on reçoit Miss Harvey pour parler de e-sport. Fait que je suis super content de la recevoir Ben, aujourd'hui. certainement, on va l'accueillir, puis on va le préciser, ancienne gamer professionnelle, c'est ça? Salut! Salut! Ouais, ben, ancienne. Ouais, ouais. Mais je veux dire, quand tu compétitionnes plus au niveau international, t'as comme un petit. Moi, j'ai comme une petite blessure, là. Fait que j'ai le goût de dire ex. Mais des fois, je fais encore un peu de compétition à gauche et à droite. Oui, puis en plus, tu as une zone, tu sais, de nos jours beaucoup plus grise entre, tu sais, tu as la compétition comme telle, c'est exactement ce que tu faisais puis que tu fais moi aujourd'hui, mais tu es aussi, tu sais, en quelque part, tu peux être un gamer professionnel, là, maintenant, c'est plus des streamers aussi, tu sais, tu as Ouais. comme deux clans complètement différents, mais c'est professionnel dans la mesure où tu gagnes ta vie avec ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, je fais. Je dirais l'envers de la médaille. Là, je fais beaucoup d'apparitions médiatiques où je pars des projets. Tu sais. Donc, dans un sens, je suis gamer professionnel, mais plus comme avant. Plus niveau compétitif, mais niveau, je fais ça à temps plein encore. Exact. Puis ça, j'imagine que c'est un petit peu l'alternative pour tous les compétiteurs de haut niveau en e-sport, comme l'après-carrière du e-sporter, c'est vraiment, j'imagine, le Twitch, le streaming, Ouais, le... content creator comme tel, ouais. Hmm. Ouais, ben, je dirais que pour n'importe quelle carrière, présentement dans les sports, dans les sports aussi non, pas modernes, c'est pas le mot que je cherche, le non traditionnel, un peu comme vous autres, là, le UFC et tout ça. J'aurais dit tout le temps l'UFC, mais je veux dire le MMA, je suis vraiment désolée. T'as bien fait de te reprendre parce que le monde t'aurait hate, là. Ouais, je suis vraiment désolée. C'est juste que, moi, je consomme juste du UFC, fait que des fois, dans ma tête, c'est difficile à process. Le MMA, souvent, je veux dire, on a des carrières qui peuvent être courtes, qui sont aussi pas nécessairement lucratives parce qu'on travaille fort avant d'être au sommet. Puis là, ce moment-là, des fois, il faut le saisir. Puis nous, dans le gaming, parfois, tu as 17 ans, 18 ans, puis le moment que tu le saisis pas. Puis la pause carrière arrive à 21, 22, 23. Puis, il y en a beaucoup qui doivent retourner à l'école et réapprendre parce qu'ils n'ont pas capitalisé. Puis il y en a d'autres qui tout de suite sont chanceux, ils tombent dans le streaming, ils tombent dans la création de contenu ou dans le coaching ou dans le managing. Il y a beaucoup, en fait, là, c'est incroyable comment il y a un manque de personnel, je dirais, dans les sports. C'est la plupart, c'est des self-made personnes qui ont comme connaissaient rien au travail, mais ils venaient des sports, donc ils apprennent le travail sur le tas. Puis j'ai entendu quelqu'un me dire ça tellement de fois, puis la culture, ça s'apprend pas. Le métier, ça s'apprend. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis dans les sports, on embrace ça beaucoup. Là. Donc, on peut pas apprendre à quelqu'un à connaître les sports tant que ça. Il faut comme le vivre. Et tu peux lui apprendre un métier. Tu peux apprendre à faire du montage vidéo. Tu peux y apprendre à faire un peu n'importe quoi si cette personne-là est motivée, mais faire partie de la culture puis comprendre ça. You're kind of in it or you're not. Mais tu sais, ça Ouais. fait penser aussi, c'est la même approche, je pense, Stéphanie, qu'un bon jeu versus un mauvais jeu. C'est-à-dire, souvent, un bon jeu, on va dire, OK, c'est un jeu qui a été fait par des gamers pour des gamers. Tu sais, comme, fait que c'est pas toujours vrai, mais quand ça arrive, des fois, si les gens sont pas imprégnés du métier ou, tu sais, sont pas nécessairement des gamers, ils peuvent être super bons pour coder, super bons pour faire d'autres projets, mais des fois, ça se traduit pas super bien comme on aimerait l'avoir comme plateforme de jeu, tu sais. Fait que dans le fond, je peux comprendre cette progression-là de dire, OK, parfait, t'es une gamer, t'es un gamer, tu pars, et là, tu connais exactement l'univers qui ferait triper les autres, puis on part de là, puis après ça, ben là, on parle du jeu, on parle de la création, on parle de Twitch, tout ça, mais ça, c'est des gens qui partent avec rien, là. Puis c'est la beauté tu sais, depuis déjà, je sais pas, une dizaine d'années peut-être, où c'est beaucoup plus intense à ce niveau-là. Puis je pense que la carrière qui suit, c'est comme toi, ce que tu fais, c'est extraordinaire parce que tu peux te le bâtir toi-même. Tu sais, il n'y a personne qui va te la donner au début, ce job-là, right? T'sais? Non, mais tu sais, j'ai le goût de dire c'est incroyable parce que je fais ce que je veux, mais en même temps, c'est l'affaire la plus difficile, c'est d'avoir personne en avant de moi. Tu sais, il n'y a pas de pionnier en avant de moi. Je pionne.
Tu défriches. Je forge mon path, je décide, genre tout, que ce soit avec mes agents, c'est la première gamer qu'ils ont. Je dois avoir un agent québécois, je dois avoir un agent américain international. Puis je forge mon métier. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer ce que je fais. Il n'y a personne d'autre qui fait ça sur la planète. Je suis un peu partout, mais en même temps, je fais un peu ce que je veux aussi. En tout cas, mais je travaille 12, 13, 14, 15 heures par jour. C'est vraiment, vraiment incroyable le nombre de temps que je mets dans mon travail, mais ça paraît pas. J'ai du fun. Puis j'aime ça surtout. Tu as dit quelque chose, il faut absolument que j'y revienne. Tu as dit, quand tu développes un jeu, il y en a qui développent un jeu et qui ne sont pas des gamers. Puis je veux dire, c'est vrai. J'ai fait 7 ans, 8 ans chez Ubisoft Montréal. Et j'ai travaillé avec des fois des projets où il y avait 1000 personnes et plus. Moi, j'étais game designer. Et j'ai eu des programmeurs qui ne jouaient pas à des jeux vidéo. Donc, j'ai pas juste eu des programmeurs, j'ai eu beaucoup de gens qui soit jouaient à des jeux vidéo avant et surprenamment, il y a beaucoup de gens qui font des jeux vidéo qui jouent pas à des jeux vidéo. Mm-hmm. Et c'est pas toujours facile faire comprendre et ou travailler là-dedans. Puis c'est aussi quand même un challenge pour toi-même. Faut que tu te challenges en dehors des heures de travail de continuer de jouer, de continuer de voir ce qu'il y a sur le marché. Puis c'est ça qui fait souvent, tu vois, le cœur dans un jeu, même si c'est pas parfait, versus juste un jeu qui sort pour juste être un jeu. Mm-hmm. Puis toi, tu disais que ça faisait comme un petit bout que tu avais arrêté de compétitionner, disons, sérieusement. Ça fait combien de temps que vraiment là, que tu t'as comme arrêté? Là? Je dirais, ça va faire bientôt 1 an parce que... OK, dans ma tête, ça faisait que... Parce que tu disais que la carrière était très courte, tu sais, que souvent, Oui, moi, je suis un unicorn, OK? Moi, je suis un unicorn, j'ai été super chanceuse. J'ai commencé en 2003, puis j'ai compétitionné jusqu'à l'année passée. Là. J'ai même gagné un tournoi au Canada en décembre de l'année passée. Mais l'affaire pour moi, c'est que j'ai commencé à faire mon deuil il y a quasiment 2 ans. Puis là, j'étais comme en I don't know what to do. Puis, mais au moins à peu près 2 ans, c'était plus une priorité. OK, puis c'est quoi, c'est quoi qui change? C'est-tu les réflexes qui sont moins là? Est-ce que c'est la passion qui est moins là? C'est pourquoi tu prendrais ta retraite? Moi, c'était vraiment une question de priorité. Okay. Je pense qu'à 34 ans, ça, j'imagine que vous allez pouvoir comprendre. Là, je ne sais pas si tu as fait de la compétition ou peu importe, mais... définitivement pas au niveau que vous deux l'avez fait, ça c'est clair. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai sacrifié toute ma vie pour ça, 100%. Que ça soit les relations amoureuses. Je pense que c'était de la merde toute ma vie. Parce que tout le temps, la compétition est gagnée a tout le temps été priorité. Mes amis, ma famille, que ce soit les jobs, l'argent, tout ça, ça passait tout le temps second. Ça a toujours été gaming. Puis là, il y en a qui vont peut-être se dire à la maison, c'est pas si pire, mais toi, tu as des amis, puis là, ils disent, hey, on a le goût d'aller souper à soir, ça te tente-tu? Ben, moi, je pouvais jamais. Ça te tente-tu d'aller au cinéma? Moi, je peux jamais. Genre, il n'y a pas une fois dans ma vie, à part dans les breaks, là. Puis en jeu vidéo, les breaks, c'est... Genre, tu peux pas te dire mon corps doit reposer, donc je dois quand même prendre une pause, donc je vais aller au cinéma. Genre, en jeu vidéo, souvent, c'est tu devrais regarder des replays, tu devrais genre continuer à jouer, tu devrais faire des warm-up. En tout cas, il y a toujours une raison d'être dans le jeu ou d'être en dehors du jeu. Surtout qu'on n'a pas du tout masterisé le time efficiency versus results, là, c'est quand même assez nouveau. Puis il y a beaucoup de joueurs qui pensent que le plus de temps tu mets dans le jeu, le plus tu vas être le meilleur tu vas être. Que moi, je disagree complètement, mais c'est quand comme même... en sport, hein, ça. Il y a beaucoup de monde qui pensait ça au début, puis finalement, c'est vraiment pas ça. Puis je pense que Georges Saint-Pierre, c'est vraiment un bel exemple de ça, là, que lui, il est vraiment contre le fait de s'entraîner vraiment, vraiment beaucoup, tu sais. Mais, tu penses que peut-être ça serait quelque chose pour le e-sport, aller voir justement
qu'est-ce que les sports plus traditionnels, comme tu disais, font pour justement essayer d'apprendre comment être plus, sais pas, être plus facile à apprendre. Ben, je sais qu'il y a... nous, par exemple, au Madison Square Garden, parce que moi, je travaille pour CLG depuis à peu près... depuis octobre, fait que plus que 6 mois. Puis c'est mon ancienne équipe de jeu. C'est un peu comme si c'était le Canadien de Montréal. Nos propriétaires, c'est Madison Square Garden, fait que on travaille au même niveau que les Rangers et les Knicks. Fait que on a les Rangers, les Knicks, CLG. C'est nous. Puis on a l'équipe de soutien quand même semblable à ce que eux y ont, par rapport à des coachs, des performance coachs, par rapport à tout le health and wellness, puis tout ce qui se passe behind the scene. Le problème, je pense, c'est pas nécessairement présentement au niveau des organisations, c'est beaucoup au niveau des amateurs, puis amateurs dans le sens pas dans le sens amateur francophone, là, qui veut dire genre les fans. Dans le sens amateur. Ouais. Dans le sens les communautés plus jeunes et ceux qui veulent devenir pro. Et aussi les joueurs pro. Parce qu'eux sont devenus bons en jouant. Puis comme pour eux, ça a marché jouer 12 heures par jour. Fait qu'ils disent, moi ça marche. Genre, pourquoi je changerais ce que je fais? C'est comment ça fonctionne? Comment tu te fais recruter pour une équipe? Parce que, tu sais, sais-tu qu'une équipe regarde qu'est-ce qui se passe sur le jeu, puis là, il dit, est-ce que le gars, là, Troll69, là, il a de l'air pas mal bon. Est-ce qu'il est premier au monde depuis une couple de temps? On devrait le contacter, puis là, il contacte Troll69, finalement, il y a 11 ans. Mais comment tu fais pour aussi... C'est kinda like that. On a recruté un gars de 13 ans dans notre équipe. Pour Fortnite récemment. Donc, c'est quoi son nom? C'est-tu Troll69? Non, c'est Jay. C'est juste J-A-Y. Mais, tu sais, je veux dire, parenthèse, là, je veux pas aller là-dessus. Excuse-moi, moi, j'ai comme changé de question. Non, attends, je veux répondre à ta question, mais parenthèse qui n'a pas rapport à ta question. Le gars de 13 ans, on doit avoir des tuteurs, on essaie de respecter les lois. Puis je pense qu'on est la seule organisation qui essaie de respecter les lois avec les mineurs, où on a actually des tuteurs. C'est quoi que tu veux dire? Ça sonne weird. Ouais, ça sonne weird en je pense que la plupart des autres organisations, ils leur donnent pas des cours, il n'y a pas des homework, il n'y a pas de l'école qui les suivent. Un peu comme les vedettes de télévision, là. Mais nous, on respecte ça, les California Laws et tout ça. Puis je pense qu'on est la seule org qui respecte ça, by the way. Circling back to what he said. C'est fun ça, un petit peu parler dans le dos des autres. J'aime bien ça, moi. J'en connais pas une autre qui en fait, mais je parle aussi peut-être, tu sais, quand tu connais pas quelque chose, ça se peut qu'il y en a un qui dit nous aussi, mais genre, ils l'ont pas publicisé en tout cas. C'est l'enfer. C'est le Wild West. C'est ça qu'on dit, Wild West, Far West, Wild West, par rapport à les amateurs to pro. Il n'y a aucun jeu qui est pareil. Il n'y a aucune communauté qui fonctionne pareil. Il n'y a pratiquement aucun soutien, outre que les joueurs professionnels et parfois les semi-pros. Tu peux passer du jour au lendemain, faire 0$ à le lendemain signer un contrat pour 1 demi-million par année avec une org. Puis tu as 17 ans. Alors là, que tu disais qu'il ne faisait pas beaucoup d'argent, il n'y a pas le au début du podcast. En passant de 0 à pro, des fois, la marche est incroyable. Là, surtout dans League of Legends, là, ils passent de genre, c'est des nobody dans leur salon à ils se font signer par MSG. Là. C'est vraiment quand même des gros gaps. Puis ils sont pas soutenus, ils signent souvent des contrats horribles parce qu'ils n'ont pas d'argent. Honnêtement, là, c'est vraiment le bordel. Et oui, c'est un peu de hey, ce gars-là, il a l'air cool. Fait que c'est souvent, surtout en 2020, là, une relationship qui est. On a des semi-scouts là, qui s'occupent de recruter des joueurs, mais on a aussi les joueurs doivent put their name out there. T'sais, ils doivent mettre des vidéos, ils doivent être sur les médias sociaux, ils doivent montrer qu'ils sont les meilleurs. Parce que c'est pas juste maintenant, genre, t'es bon dans le jeu, fait qu'on va te recruter. À moins que tu sois, genre, justement, un Michael Jordan, là. C'est parce que je viens d'écouter The Last Dance, fait que là, j'ai comme ça dans la tête. À moins que tu sois, genre, un Michael Jordan, le reste, là, tu es autant bon que les autres à ce niveau-là. Fait que pourquoi on prendrait toi? Parce que
as une personnalité intéressante, parce que tu fais du contenu ou parce que tu es impliqué dans l'organisation, peu importe. Fait que c'est souvent montrer plus que tu es juste bon au jeu, à moins que tu sois Michael Jordan. Hey, parlant de ça, moi j'ai une question pour toi. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est des questions qui sont malaisantes à répondre ou non. Mais je voulais savoir qu'est-ce que tu penses. Dans votre organisation, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais qu'est-ce que tu penses des maisons à la FaZe Clan, des dorms, de comment sont encadrés ou non, et ou des conflits à la TFU, par exemple, avec FaZe? Tu sais, parce que tu parlais de contrat. Là. My God, j'ai rien compris de ce que tu viens de dire. Ben, first of all, moi, je vais commencer avec les gaming house. OK, on va commencer une question après. Ouais. Les gaming house, juste pour te mettre là, dans le bain un peu, là, pour que tu comprennes c'est quoi, c'est des maisons où tout le monde qui joue à un jeu vidéo habite ensemble aux États-Unis. Puis, tu sais, on en voit beaucoup dans les maisons de contenu là, de création. Là, il y a, tu sais, mettons, Offline TV House, en tout cas, il y en a plein, là, des YouTubers, whatever, qui habitent tous ensemble puis qui font du contenu ensemble. Ben, tu as la même affaire qui se passe avec les gaming house. Ça a commencé parce que League of Legends, Riot, ils donnaient un budget au Pro Team pour amener tous leurs joueurs à Los Angeles pour être dans le studio à chaque semaine pour leur événement. Et puis, ils donnaient, mettons, je ne sais pas, 5 000 $ par mois pour que la org ait une house à LA. Puis, c'était une house bien normale à 5 000 $ par mois aux US. C'est vraiment dispendieux à Californie, à Los Angeles. Nous autres, on habitait à 1 heure du centre-ville, puis notre maison était 4 200 par mois. C'est outrageous. Puis c'était pas une maison genre palace, là. C'était comme maison de brossard. Là. C'était rien. OK. Je viens pas de Montréal, fait que j'ai pris n'importe quelle ville de banlieue qui a passé par mon cerveau. Blasphème. Puis, fait que c'est pas une insulte du tout à brossard. Mais j'ai habité dans une gaming house 2 ans. Il y avait comme un rêve pour moi d'habiter dans une gaming house quand j'étais jeune. Ben, quand j'étais jeune, tu sais, au début de ma vingtaine, fait que j'étais plus si jeune déjà, mais parce que tu te dis, être là, tu vas être productif. Tu vas habiter avec le monde avec qui tu games, tu vas tout le temps manger le jeu, tu sais, rêver au jeu, puis tu vas travailler fort, tu vas développer une chemistry, and that's all bullshit. C'est le worst! Parce que tu déconnectes jamais. Fait que tes conflits dans le jeu, ils restent dans la vraie vie. La personne, elle ramasse pas sa vaisselle, puis t'es comme genre, rate un shot in-game, puis tout à coup, genre, elle te pète une coche parce que t'as pas ramassé ta vaisselle, mais ça n'a aucun rapport avec le jeu. Puis, c'est genre la pire spiderweb of problems. I hated it. J'étais tout le temps dans ma chambre. j'ai ended up jouer moins au jeu dans la house parce que j'étais comme trying to avoid being in the house. Fait que j'ai commencé à m'entraîner à fond au gym dans ce temps-là. J'étais vraiment en dehors de la house le plus possible que je pouvais aller. Fait que finalement, j'ai comme vécu de LA life à LA au lieu de comme être vraiment dans la gaming house. Puis depuis que nous autres, on a fait cette expérience-là, je te dirais, nous, on a commencé ça en 2015, 2016. Fait que tu sais, 5 ans là, dans la tête du monde, c'est comme whatever, man, e-sports, ça, c'est une éternité. C'est genre 50 ans, 5 ans. Et puis, les gaming house, ça, c'est out. Le monde, il ne trippe plus pantoute. C'est rendu que tu habites proche, puis t'as un office to go. Fait que tu vas travailler au office, puis tu go back home. Tu peux avoir des boyfriends, tu peux avoir des animaux, tu peux avoir une vie. Des amis. T'sais. Avant, là, c'était, tu invitais quelqu'un à la maison, puis c'était nous autres, ben là, t'as invité quelqu'un, tu ne l'as pas dit. Fait que là, tu sais, c'était genre, moi, je suis en pyjama, je vais pas sortir de ma chambre parce que t'as invité du monde, parce que tu t'as invité d'autres joueurs des fois, puis là, c'était comme du monde de la communauté, puis là, ça faisait du drama. C'est-tu une maison juste de femmes ou? Ouais, nous, on était dans moi, j'étais dans une female house avec la manager aussi. Fait qu'on était 6. On avait toute une bedroom puis toute une bathroom. Fait que j'ai une maison de brossard, mais aux États-Unis, tout le monde a une belle ta maison. Ouais, tout le monde a une bathroom dans la chambre. C'est comme apparemment the thing. Moi, avant LA, j'avais pas connu ça. Là. Maintenant, je veux ça partout, mais au Québec, c'est vraiment pas traditionnel. Fait que bathroom, dans la chambre, il y avait au moins ça. Je savais pas ma bathroom, mais le reste, c'était tout commun. Puis, tu sais, moi, j'habitais by myself depuis longtemps. Je sais que j'ai déménagé là, j'avais 28 ans. Puis ça faisait déjà comme 7 ans, j'avais pas de roommate. Moi, ça
a été là, violent. Mais il y avait des filles dans notre équipe qui, tu sais, eux autres, ils avaient 20 ans, puis c'était bien correct pour eux autres. Mais moi, je pense que j'étais rendue vraiment ailleurs dans ma vie, puis ça m'a vraiment pas aidé à rester compétitive et à être mentally stable, I guess. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon histoire de Gaming House. C'est quoi l'autre question que j'ai rien compris? Ah, la question, c'était plus en lien, parce que tantôt, elle parlait des contrats, tu sais, signés. Tu signes ça jeune. Là, après ça, je parlais des organisations, tu sais, bon, avec... puis c'est un exemple, là, mais c'est Tfue avec FaZe Clan, qui est une grosse organisation. Il y a un gros feud légal en ce moment, depuis déjà, je sais pas, de 2 ans peut-être, là, j'ai aucune idée, là. J'ai pas suivi. Je veux savoir ce que toi, t'en pensais, et est-ce que disons, parce que tu disais 5 ans, c'est énorme dans l'évolution du e-sports, mettons, dans les 2 dernières années, est-ce que tu vois une évolution de ce côté-là sur comment on encadre et traite les jeunes et aussi à propos des contrats et des conditions surtout? Je dirais qu'on encadre et traite les jeunes absolument pas. Il n'y a rien qui a changé. Mais au niveau des jeunes, je pense qu'il y a une plus grande compréhension que ça ne coûte rien à un agent, puis que tu es mieux d'en avoir un avant de signer, puis que ça vaut la peine parce qu'anyway, il va t'avoir un meilleur salaire, fait qu'il se repaye un peu. Fait que ça, je pense qu'ils commencent. Les gens, je pense que les pros, les mêmes jeunes, commencent à être un peu plus entitled aussi. Ça peut avoir une connotation négative. Je pense que c'est aussi ça, là, c'est un peu des deux. Là. Ils se croient un peu trop permis et que they deserve the moon, mais en même temps, that's okay. Genre, moi, je suis pas contre. C'est juste que c'était quand même horrible avant, puis j'apprécie que ça commence à être de plus en plus commun. Tu sais, moi, j'ai fait 17 ans en e-sports. J'ai eu mon agent. Genre, mon premier contrat avec le Madison Square Garden. Attends. J'ai eu mon agent il y a 4 ans et demi. Là. Avant, j'en avais pas. C'est quand même très récent. Et ça l'a quasiment triplé à quadruplé mon salaire pour. Oh, shit! Pour about the same initiatives. Fait que soit j'étais payé comme de la merde avant ou l'agent fait vraiment une bonne job, either or. Je pense aussi que avant, j'acceptais juste l'e-sport a tellement changé en 4 ans aussi. Avant, j'acceptais beaucoup plus avec beaucoup moins d'argent. Là, je suis comme l'inverse. Je suis comme... genre, I need to breathe. Je dis trop souvent oui, mon agent me le dit tout le temps. Puis, tu dis que tu as quadruplé ton salaire. Ça ressemblait à quoi au début, ton salaire, si c'est pas indiscret? Ben, vraiment mauvais. Quand j'ai quitté Ubisoft, j'étais quand même assez super bien payé. Puis j'ai comme recommencé à zéro. OK. Fait que, je te disais, là, quand je suis partie à LA en 2015, là, je me faisais payer par CLG. C'est tout under NDA, là, mais assez de live by. La seule raison pourquoi je l'ai faite, c'est qu'ils nous ont aidés à payer la house. Puis ils payaient beaucoup de la nourriture, puis toutes les utilities and anything, là, ils payaient. Fait que, dans le fond, j'avais quasiment aucune dépense. Fait que même si ton salaire est pourri, mais tu n'as aucune dépense, t'es quand même correct. Si tu dis 100% de ce que tu gagnes, tu peux faire ce que tu veux avec et tu n'as pas à payer, genre, tes déplacements, ta bouffe, toutes ces affaires-là, ben, ça vient quand même pas pire. Puis, c'est ça. Fait que pour moi, c'est comme si, au niveau salarial, j'ai fait une drop. Mais j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. J'ai tout quitté 2-3 fois, là, où j'ai comme fait, you know what, I want to do this. Puis là, genre, je leave everything, je move country, puis I give it a shot. Je l'ai fait 4 fois, je pense. Une fois en Europe. Donc, moi, l'argent, ça a toujours été vraiment pas ma priorité. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis ma passion à fond parce que j'apprécie encore plus maintenant que j'ai été capable de m'acheter un condo en 2 ans. Je suis comme, yay! J'ai plus rien d'autre! J'ai plus besoin de rien d'autre! C'est pour ça que j'achète des équipements de studio maintenant. Puis là, maintenant, t'es rendu à Montréal à temps plein? Ouais, ben là, justement, avant COVID, on avait un condo à Montréal, un condo à Québec. Le COVID nous a toutes frappés très violemment en jeu vidéo parce que moi, je prenais l'avion 3, 4, 5 fois par semaine. Fait que à Montréal, je sauvais quand même énormément de temps dans ma vie. Mais là, j'ai pas pris l'avion depuis
je te dirais, la journée que Trump a bloqué les frontières avec l'Europe, moi, je partais pour les US, puis j'ai cancellé mon vol. OK. Fait que j'étais en mars, là, genre fin mars. Fait que j'ai pas pris l'avion depuis, puis je veux pas prendre l'avion en 2020. Moi, c'est comme catégorique, là, je refuse tout. Donc, on n'est pas retourné à Montréal une fois depuis ce moment-là, sauf pour Move Out. Parce que là, ça avait comme plus d'allure. Tu sais, on n'est pas riche, mais on n'était pas genre serré, mais là, payer 2 condos à littéralement jamais habiter dedans. Depuis février, depuis mars, on n'avait pas mis les pieds dedans. Fait que il y a 2 semaines, on a fait bon, on va essayer de le sous-louer. Puis on a réussi à le sous-louer le jour même. Fait qu'on est parti, on est allé chercher un camion, puis on a tout mis dedans, puis on a tout ramené à Québec. Fait que là, j'étais à Québec jusqu'à la fin de l'année, parce que je sais pas trop ce qui va se passer avec COVID en septembre, octobre, novembre. Puis on verra ensuite. On a déjà acheté un autre condo à Montréal avant tout ça, qu'on était supposé prendre possession en 2021. Fait que là, on verra. Là, soit on va vendre ici, puis on va aller là-bas. En tout cas, bref. Mais d'ici 1 an, on va en avoir un deuxième à Montréal éventuellement. Donc, on verra. Moi, je suis vraiment... On prend ça au jour le jour, on verra. Puis, vas-y, excuse-moi. Là, juste dire, êtes-vous tous les deux comme ça, de prendre ça au jour le jour, ou ben non, c'est plus compliqué, là, tu sais? Non, lui est vraiment plus pragmatique et cartésien que moi. Je suis extrêmement organisée, mais je suis extrêmement organisée à la semaine près, là, ou la jour semaine près. Là, tu sais, je suis pas à l'année, à la vie près. Là. Fait que j'aime avoir mon emploi du temps vraiment efficace et j'aime travailler. Mais je déteste voir plus loin parce que j'ai trop de choses. Tu sais, genre, des fois, j'envoie mes calendriers à mes amis, puis tu sais, ils sont comme une demi-journée pour toi, c'est 1 semaine pour moi, là. de meeting, de back-to-back. Puis le pire, c'est que dans le COVID, je fais pire. Là. Je me donne même plus de buffer. Là. Je pars de meeting en meeting en meeting en meeting en meeting. Puis à un moment donné, il faut que tu travailles, il faut que tu t'assoies, tu fasses de quoi. Fait que je le fais le soir, la nuit, le matin. Tu sais. Fait que je rush. Tu trouves-tu que t'es plus occupé à cause du COVID? Ouais, hein? Différemment. C'est parce qu'avant, j'étais autant occupée, mais j'avais beaucoup de voyagements. Tu sais, quand tu es 9 heures dans l'avion, tu peux pas faire des meetings, tu peux pas rien faire. Tu es dans l'avion 9 heures, puis t'attends. Tu sais. Puis j'ai bien beau me dire, je vais écrire une partie d'un livre. Fuck off. Là, moi, je dormais. Genre, moi, dans l'avion, là, c'était ma switch. Don't talk to me jusqu'à temps que je land. Là, je reprends possession de ma vie. Puis là, j'ai plus ces moments-là. Puis j'ai comme booké des affaires à la place. Fait que j'étais déjà incroyablement occupée, puis là, j'ajoute la couche suprême de me dire « j'étais à la maison, c'est pas si pire », puis finalement, je suis tout le temps dans mon ordi en train de travailler. Tant qu'à faire, hein? Tu sais. Puis tu penses-tu que le COVID, ça l'a aidé le e-sport oui. à devenir... En tout cas, moi, j'ai l'impression que tu as raison, là. Parce que, tu sais, juste moi qui suivais pas vraiment le e-sport depuis le COVID, je suis beaucoup plus ça, là. Je pense que ça l'a montré à toute la gang, surtout, je pense, l'univers du sport qui riait un peu de l'e-sport, c'est qu'ils ne prenaient pas ça au sérieux, qui étaient comme, j'ai des jeux vidéo, who cares, moi, je ne carerai jamais. Ça l'a comme apporté cette, nous, on est dans la merde, puis eux autres, ils continuent comme si de rien n'était. Tu sais, littéralement, là, il y avait des tournois en cours quand COVID a hit, puis les tournois ont continué comme si de rien n'était. Genre, les joueurs... les spectateurs ont juste arrêté de venir, obviously, mais tout le reste, là, ça a continué comme si de rien n'était. On s'est adapté. Tous les joueurs avaient déjà une caméra, avaient déjà des équipements. Moi, j'ai rien acheté de nouveau dans le COVID. J'étais déjà setupé comme un studio de télé. Puis j'étais encore, on était tous prêts. Fait qu'ils ont juste switché au lieu d'avoir une live camera à avoir des webcams, mais la production, tout, ça s'est fait de même. On a été quasiment peu affecté. Je dirais que ce qui a été le plus affecté, c'est les événements, obviously, puis les commanditaires, parce qu'eux autres, ils mettaient énormément d'argent dans les événements, puis là, ils ont juste pull out. Les événements ont été cancelled. Comme Max, qui s'occupe du DreamHack Montréal, il a fallu qu'ils cancelled, fait qu'ils ont perdu une année complète financièrement, mais en même temps, ils ont moins de coûts aussi, parce qu'ils n'ont pas l'événement, fait qu'ils vont être corrects. Mais je pense qu'en général, on a quand même été très chanceux. Tu sais, même moi, là, 80% de mes contrats ont été cancelled. Oh, shit! Bam! Genre, du jour au lendemain.
Mais ça m'étonne quand même, ça, par exemple, parce que justement, comme tu dis, s'il y a une augmentation de personnes qui écoutent ça, me semble que c'est pas le. Ben, j'avais énormément de conférences, Ah, ok, ouais. comment t'appelles ça? Non, excuse-moi, j'ai une gamme dans l'œil. Tu vas dans les compagnies puis tu parles de ce que tu fais. Des corporatifs. Ouais, j'avais beaucoup de corporatifs aussi. C'était comme ma saison de corporatifs, là, quand le monde décidait Ok. de mettre le budget. J'avais la saison des tournois qui s'enlignaient aussi. J'allais faire beaucoup de casting à l'international sur les scènes et tout ça. À chaque année, j'allais en Pologne faire des castings ou faire des affaires. Puis, actually, pour l'événement de Pologne, j'étais là-bas. Puis ça a été un des premiers gros événements internationaux d'être cancelled. Ils ont cancelled la journée avant, mais tout le monde était déjà là-bas. Puis ils ont fait les matchs behind the door, mais normalement, il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient là. Puis là, le monde était en ville, dans une ville vraiment là, qui est Katowice, en Pologne, qui vit que pour cet événement-là et qui complètement du jour au lendemain, l'événement était cancelled. En tout cas, c'était vraiment quand même intense. Puis, fait que, non, la plupart de mes trucs ont été cancelled. Après, ça a ouvert l'opportunité à ce que je step up à Counter Logic Gaming. Je faisais à peu près 1 heure ou 2 par jour. Puis là, je fais ça quasiment à temps plein. Fait que... Excuse-moi, répète ça. C'est quoi que tu fais maintenant? Donc, je suis directrice. Mon terme, je vais le dire en anglais, mon terme est compliqué. Là, c'est... je veux le changer, justement. C'est... CLG Director of Esports Franchise Development and Outreach. OK. Puis c'est un beau titre qui encobre tout ce que je fais, mais qui en même temps ne veut rien dire. Fait que, dans le fond, à CLG, Madison Carney, ils voulaient que je revienne en tant que staff, puis ils m'ont genre dit, c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi que t'aimes. Puis moi, j'ai dit, honnêtement, pas compete, c'est la pire affaire qui m'est jamais arrivée. C'est l'affaire la plus dure qui m'est jamais arrivée. Il faut que je me redefine as a human. Tu sais, toute ta vie, tu vas être la meilleure personne au monde dans un sport, dans un jeu. Ça fait 17 ans, plus que la moitié de ma vie, je faisais ça. Puis là, on déplugue ça. Moi, je compare ça, là, pour monsieur, madame, tout le monde qui ne fait pas de la compétition, c'est un peu comme les gens qui vont en sevrage d'une drogue. Il n'y a plus rien qui matter, il n'y a plus rien qui te fait vibrer, il n'y a rien qui te fait aller chercher l'adrénaline de la compétition, du pratique, le sentiment de grow. Even, genre, mes highs étaient high, mes lows étaient low, mais j'avais vraiment tu sais, je veux dire, mon corps, ma tête était habituée à ça. Puis là, tout est de même. Fait que c'est comme si tout était rendu numb. Je n'étais plus capable d'avoir rien qui me faisait vibrer. Là. C'est aussi simple que ça. Tout. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait des affaires crazy, là. Mettons, je gagnais Canada Smartest Person, j'avais des Forbes Awards, BBC 100 Women, puis genre, j'étais comme, yeah, that's nice. Genre, mais pas plus, ouais. Puis là, Madison Carney, on dit, ben, si tu peux pas compete, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, j'ai dit, ben, la seule affaire que je veux faire, c'est make a difference. Puis let's try that. Genre, si je peux try to make a difference, créer des initiatives, travailler sur le health and wellness des joueurs, ce qui est vraiment, encore aujourd'hui, pas du tout le cas avec les joueurs, aider la scène amateur, créer des initiatives dans les écoles, puis juste au niveau du gouvernement, pousser pour qu'on fasse attention. J'appelle ça les 3 C de Harvey, OK? Puis là, je vais vous faire un pop quiz à la fin du podcast. Je vais vous demander c'était quoi les 3 C. MVP. La cyberdépendance, la cybersécurité et la cyber-intimidation. Ces 3 cybers-là, pour moi, devraient être appris à l'école dès la première année. Présentement, ces 3 cybers-là font partie de notre société. On n'a aucune protection pour nos jeunes. Il y en a plein qui sont victimes daily. On parle de santé mentale, mais ça, c'est un des plus gros fléaux à la santé mentale. Les parents ne peuvent pas l'enseigner aux enfants parce qu'ils n'ont aucune idée. Ça fuck all. Puis, tu sais, quand je dis parents, je parle des gens de mon âge aussi. Tu sais, même aujourd'hui, on me demande qu'est-ce que tu fais pour aider ton kid à faire face au cyberbullying. Je suis comme, tough it up!
Tough it up! C'est genre, J'ai dit les envoyer chier! ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, on sait pas c'est quoi les. J'ai aucune fucking idée, là. Genre, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'envoyer chier au début. Après ça, j'ai fait I don't care. Après ça, j'étais comme I have thick skin. Puis là, maintenant, je suis comme. J'ai l'impression que j'ai une carapace de Captain America, puis c'est la seule raison pourquoi je fight le cyberbullying. Mais comment t'expliques ça à un kid? Tu sais, je veux dire, puis ça devrait pas être comme ça. En tout cas, bref. Ouais. J'ai plein d'opinions là-dessus, là, mais donc j'ai parlé de ça avec MLMJ, puis ils m'ont dit OK, do it at CLG. Fait que Nice. I'm doing it at CLG. Puis depuis COVID, j'ai tout ce que j'avais en tête, puis j'étais comme ce serait le fun un jour, ce serait le fun un jour, puis tu sais, là, je suis comme head on. Cool. Toi, Oli, là, t'es pas rendu là, évidemment, mais as-tu peur de vivre cette drop d'adrénaline-là quand tu vas finir, puis de vivre exactement ce qu'elle a vécu, tu sais? Tabarnak, oui, là, puis tu sais, j'y pense même souvent, tu sais, je veux pas avec tout ce qui se passait avec ma carrière, j'étais comme tabarnak, si, tu sais, c'est quelque chose qui va me manquer, puis à un moment donné, c'est que j'étais vraiment dans le brouillard, là, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver, puis tu sais, même là, que tout a été retardé d'1 an, je suis comme tabarouette, ok, mais non, je comprends tout à fait qu'est-ce qu'elle dit, puis tu sais, je pense que pour tout athlète, là, c'est vraiment une peur que... J'avais parlé beaucoup de ça avec plusieurs joueurs de hockey puis plusieurs personnes aussi du sport de combat. Mais on a l'impression de quand on prend notre retraite, c'est qu'on devient, on passe de héros à zéro, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment difficile pour, pour l'orgueil, un peu pour l'ego. Puis c'est difficile aussi pour la motivation d'après-carrière. Tu sais, c'est con, mais je comprends tout à fait ce que Miss a dit, là. Tu sais, je t'aime bien, Rudge, là. Je t'aime bien, là. Mais faire des podcasts avec toi, ça n'a aucun rapport avec me battre avec une cache. Ben, je sais pas, tu sais. Ben oui, c'est sûr. J'espère. Je t'aime bien, là. Mais... quelque chose, là. T'as dit, on veut rester relevant, là. Genre, combien de fois, je te dirais, là, au début, là, ma peur, avant de prendre ma retraite, je savais que mes priorités n'étaient plus alignées, puis je savais que, tu sais, si je voulais être la meilleure, fallait que je sacrifie les affaires que je voulais plus sacrifier. Puis là, j'étais comme, I'm not a Michael Jordan anymore. Tu sais, genre, je veux plus gagner à tout prix. Ça veut dire que je devrais comme arrêter. Anyway, tout ce que je me disais, c'était, but I want to stay relevant. But I want to stay relevant. I want my message. I don't want to be ex-professional. I don't want to be ex-champion. I want to be champion. Genre, non. Forever. Non, t'as les gens raison. t'oublient, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, toute ma vie, j'étais comme, je m'en calisse, qu'est-ce que le monde pense de moi? Je m'en crisse, c'est le dernier de mes soucis. Mais finalement, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, comme je t'ai dit tantôt, je m'en calisse pas tant que ça. Ben, peut-être qu'à 25 ans, tu t'en calissais parce que dans ta tête, tu as toute la vie professionnelle encore devant toi. Tandis que là, tu te dis, bon, il me reste peut-être, je sais pas, 5 ans, disons. Là, il arrive l'horloge, puis il est arrivé 1 an qu'à cause du COVID, comme beaucoup de gens, tu as perdu l'opportunité d'aller montrer ce que tu fais de mieux dans la vie aux gens, tu sais. Puis à te prouver à toi-même que let's go, tu sais, je suis prêt, tout ça. Ça aussi, c'est fatigant. Là, c'est pas comme, tu sais, t'es menuisier charpentier, tu peux le faire jusqu'à 65 ans si tu veux. Là, mais c'est autre chose à un niveau comme vous autres, vous l'avez fait ou vous le faites. Là. Mais non, c'est une question difficile. Ouais, c'est tough, parce que même là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va me rendre autant heureux que qu'est-ce que le sport m'a amené. C'est après, j'ai aucune idée. Là. Puis tu sais, pour de vrai, je pense que j'ai comme fait mon deuil. Ouais, mais pour de vrai. C'est le plus gros challenge de ma vie. C'était plus dur, plus facile de devenir championne du monde multi-champion que de trouver my purpose après. Puis encore aujourd'hui, je sais pas si... I don't know. Genre making a difference, c'est OK, là. Est-ce que c'est pour ça, Stéphanie, que toi, tu dis, moi, ça me dérange pas de recommencer, de changer 4 fois dans la vie, de dire, parfait, on clean slate, j'ai une nouvelle idée, je repars justement pour aller chercher ce rush-là? Ouais, je pense que oui. À chaque fois, je me suis dit... C'est comme, OK, moi, j'ai étudié en architecture, puis depuis que j'étais jeune, je voulais être architecte. Okay? J'ai fait mon bac en architecture, j'ai fini en France. I was lined up to be an architect. Puis là, les sports, ça a commencé à grossir, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, je vais aller faire un master, un DSS en design de jeux vidéo. Puis tout le monde m'a dit, mais tu voulais pas être un architecte? Tu voulais pas être un architecte? Puis là, ma réponse, c'est tout le temps, ouais, je voulais être un architecte 11 sur 10, mais je voulais être un game designer 12 sur 10.
Puis là, quand j'étais game designer, je voulais être professionnel. Genre, je voulais full-time eSports Pro 14 sur 10. Non. Fait que c'est un beau problème à avoir parce qu'il y en a qui sont même pas capables d'avoir un 10 sur 10. Sauf que là, quand t'as vécu le 14 sur 10, c'est comme si ma dopamine dans mon cerveau est fuckée, là. C'est genre... Puis j'ai bien de la misère à la resettle. Puis c'est drôle parce que je suis capable d'être émerveillée par une fleur dehors puis la contempler pendant des heures. Mais c'est pas pareil quand c'est ma passion puis ma job. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis capable d'apprécier les petits moments, mais pas compétitionner. Blows. Tu sais, ça se peut-tu que, en tout cas, je sais pas si c'est la même chose pour toi, là, mais tu sais, moi, dans ma vie, là, tout le monde, pendant le secondaire, pendant le primaire, me disait « Ah, faut que tu trouves un job pour réussir dans la vie. » Puis moi, je suis comme allé de l'autre côté, puis non, genre, j'étais comme « Non, si moi, je veux faire... » Ouais, vas-y. Check bien ça. Continue. Puis moi, je voulais faire, tu sais, quelque chose que j'aimais dans la vie. Je voulais comme... Quand j'allais travailler, je voulais pas travailler. Puis, yes! T'es-tu prêt? Non. Lila. Hey, si je vois rien, excuse-moi. Hey, c'est poche. Ta vois-tu, toi, MVP? Parole de mon oncle. Hey, la jeune, on peut juste pas passer sa vie à jouer. Trouve-toi un job qui a du bon. Tu veux-tu que j'aille péter Danny? 2012, j'ai reçu ça sur le plateau, tout le monde en parle. Puis, t'as pas le choix de rire parce que sinon, tu fais la une des médias le lendemain pour être la psychopathe qui a genre dit à Danny, that's not funny. Hey, mais pour vrai, là, c'est quand même triste. Tu sais, mon point de vue à moi, ça illustre bien, je pense, le fait de la conformité. Qu'est-ce que tu devrais faire? Est-ce que toi, tu parles, Lily, de dire non, moi, je vais aller faire ce que j'aime, puis on verra pour l'argent, puis on verra, puis tu sais, je vais m'arranger, puis je vais aimer ça. Puis je pense qu'il y a aussi la tristesse de ça, tu sais, ben, en tout cas pour moi, puis Miss, c'est que qu'est-ce qu'on aime, c'est quelque chose qui va passer comme ça. Tu sais, on peut pas faire ça jusqu'à 60 ans. Fait que, en tout cas, moi, ma théorie, là, puis j'ai fait mon deuil avec ça, c'est que je pense pas trouver quelque chose qui va m'allumer comme le MMA m'a allumé, puisque c'était ça ma première passion. Puis, tu sais, j'ai vécu que pour ça, puis c'est ça que j'aimais le plus au monde. Mais à moins que je trouve quelque chose d'autre qui m'allume comme ça, qu'est-ce que j'ai pas encore retrouvé présentement. Là. Mais en tout cas. Puis là, on comprend mieux pourquoi il y a des athlètes qui font ça trop longtemps, qui auraient dû arrêter. Hein? On le sait, c'est pour ça, dans le fond. OK, les gars, avez-vous vu Last Dance? Ben oui. OK, les deux? Non, je l'ai pas vu. OK, tu vas écouter ça, tu vas pleurer. Ben, je sais pas si tu vas pleurer, je te connais pas assez. Ouais, Chris, une bande à MVP Run, je pleure tout le temps. Petit Pilote Dinosaure, j'ai pleuré. Icarus, j'ai pleuré. Okay. Tu vas pleurer parce que, tu sais, on n'est pas Michael Jordan, mais quand tu l'écoutes parler, tu sais, moi, je tapais tout le temps là, sur Max, puis j'étais comme « Ah, c'est exactement ça! Il le met en mots! » Puis tout le long, je suis comme « C'est exactement ça! » Puis moi, j'ai arrêté ma carrière tiny bit dans le déclin, genre... Moi, je pense que j'aurais pu encore gagner, mais j'ai comme arrêté juste avant. Puis Michael, il a arrêté champion. Okay? Ouais. Puis là, dans le documentaire, à la fin, dernier épisode, ils disent « Est-ce que you wish that you did not stop puis tu te bats pour ton championship one more time? » Puis tout le long du documentaire, il dit comme moi, je vais arrêter au pic. Puis là, il pose la question, là, genre 15 ans plus tard. Première affaire qu'il dit, yeah, this is the worst decision I've ever made. Tu sais, genre une affaire de même. Il dit genre, I wish we did it. J'ai goût de pleurer. Je suis comme, lui, il a arrêté au top, il est pas content. Moi, j'ai arrêté en déclin, je suis pas contente. On sera jamais content. There's no good answer. There's no good decision. Faut pas oublier que Jordan, par contre, il est revenu jouer pour les Wizards. C'était moins chic, là. Ouais, c'est ça aussi. Pas dans le documentaire. Ben non, mais c'est un peu normal parce que c'est l'épopée des Bulls, mais tu sais, avec la narrative que c'est Michael Jordan, mais il est revenu pour comme 2 saisons avec les Wizards. Puis c'était partout, tout le monde était content, etc. Mais lui, évidemment, il était dans une équipe où, dans le fond, il y a eu des parts, etc. Ça a commencé comme ça. Mais le point, c'est qu'il n'y avait pas son niveau. Mais tu sais, c'était quand même Michael Jordan. Et il allait chercher des stats corrects, mais c'était clairement le déclin où ça prenait 3 fois plus de shots pour ramasser le 2/3 des points. Là. Puis c'est Jordan. Là. Moi, je suis un ancien joueur de basket. C'est sûr que je suis un méga fan. Mais il a vécu les deux côtés, mais ils ne l'ont pas abordé dans le documentaire. Moi, j'aurais aimé ça savoir ce qui s'est passé après.
Ben, sans parler du documentaire comme sujet principal de ce podcast, mais il y a plein de petits trucs que je me dis, il devait avoir un genre de NDA ou quelque chose qui ne pouvait pas parler de ça en commentaire. On n'entend pas parler une fois des kids and wives. On C'est entend vrai. un peu parler des kids à la fin, là, mais t'as jamais genre « My kid was born there », tu sais, d'un coup, les kids apparaissent dans la vidéo, puis t'es comme « Oui ». Qui est vraiment à l'image de sa carrière. Hein? Il contrôlait tout. C'est genre, il n'a pas du tout parlé d'aucune de ses femmes. Puis je me dis, c'est impossible parce qu'il parle de des affaires, des petits détails vraiment pointueux, puis il met le fait qu'il y a eu des enfants puis une femme. Tu sais, je suis comme, il doit y avoir de quoi de fichi, là. Fait que, bref. Mais ça, c'est drôle parce que tout le monde qui l'ont écouté, si c'était des non-sportifs, trouvait que Michael Jordan, c'est la pire personne au monde. Puis tous les sportifs, ils étaient comme, il n'a pas l'air d'une bonne personne. Moi, je l'ai pas écouté, je sais pas. Moi, Mais tous les sportifs, ils ont dit, c'est genre fucking nice, là. Moi, j'ai entendu dire un petit peu ça. Puis je pense que j'ai dit à Max, après qu'on l'a écouté, genre, j'ai pas vu où il était méchant. C'est ça. C'est ça que je dis. Les sportifs, on est comme, c'est enfin quelqu'un qui a raison. Mais parce que moi, j'ai trouvé qu'il liftait up ses teammates. Même s'il disait, genre, hey, ce truc-là, c'est de la merde, fais-le jusqu'à temps que tu le fasses bien. Il était pas en train de dire, toi, c'est de la merde, on va te cote la team, je veux pas jouer avec toi. Tu sais, c'était genre, moi, je veux jouer avec toi, genre, pousse-toi, tu dois être meilleur que ça, je sais que t'es meilleur que ça. Genre, puis, tu sais, il trashait, mais c'était tout le temps, genre, je veux que tu sois un amazing teammate. Je veux être ton teammate. Alors que moi, dans le jeu vidéo, le nombre de fois où j'ai des teammates qui étaient comme You're trash, get out of this team. Ouais. Genre, fait que j'ai trouvé que c'était comme pas du tout négatif. Comparé à ce qu'il aurait pu être. Ça avait tout le temps de l'air, quote-unquote, banter. Mais non, mais pour être franc, là, ça a brisé aussi des carrières. Puis ça vient avec, parce que son objectif à lui, c'était de gagner. Et c'est un sport d'équipe. Tu es un joueur de tennis, ça ne te dérange pas. Tu peux avoir cette attitude-là et tu vas gagner, il n'y aura pas de problème. En équipe, lui était comme ça. Kobe Bryant était comme ça. C'est pas les seuls, c'est des exceptionnels. Moi, en tant qu'ancien joueur de basket, j'étais le fatigant qui avait le goût de pousser tout le temps dans le dos de tout le monde. Mais dans tous les sports, c'est comme ça. La seule chose, c'est que ça a aussi, comme je dis, brisé des carrières parce qu'il y a des gens qui ont du talent, mais qui ne seront pas capables de prendre cet abuse-là. Ça passe ou ça casse, là, c'est obligé. Mais moi, je suis un peu comme vous autres, où je suis comme, oui, c'est raide, on écoute les histoires. En même temps, tu n'as pas eu beaucoup d'histoires des gens que ça a brassé puis ça n'a pas bien été. Hein? Ça a tout été du monde. Moi, ça m'a aidé. Mais Steve Kerr s'est battu avec live. Mais finalement, ça m'a aidé. Ça dépend comment tu le reçois. J'ai rencontré le documentaire. OK, oui. C'est pas l'ode des Chicago Bulls des 6 championnats, c'est l'ode à Michael Jordan, créé par Michael Jordan. Mais ceci dit, écoute, je l'ai mangé le documentaire, c'est sûr. Après, je l'écoute. Ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il avait le contrôle sur le footage, puis he decided when and what was going to come out. Ça fait que ça me surprend pas. Exact. Mais c'était quand même le fun. J'ai bien aimé ça. C'est mythique. Est-ce que toi, tu étais une fan de basket ou c'est le gars, le caractère avec ce qui vient avec qui t'a fait triper? Là? Je connaissais vraiment pas beaucoup au basket. J'ai même un running gag avec Max que les Raptors, c'est notre équipe préférée de notre sport préféré parce qu'on connaît rien. Puis l'année passée, on était comme Go Raptors! On connaît fuck all. Non, ça fait que je connais pas beaucoup le basket, même si j'en ai joué. Là, j'ai été au basket au primaire, j'étais quand même puis au secondaire, j'étais quand même plus grande que tout le monde pendant un petit bout. Mais je n'étais pas capable d'apprécier le basket autant avant le documentaire que là, je vais être capable d'apprécier. C'est la beauté du sport, hein? Ça réunit, des gens, tu peux relate là, un peu partout, peu importe ce que tu as fait comme background, même si c'est pas forcément sportif. Puis c'est ça qui est hallucinant. C'est sûr, Oli, il faut que tu regardes ça. C'est vraiment, c'est pas des heures que tu vas regretter dans ta vie d'avoir perdu, en guillemets. Ça se mange vraiment vite. Puis, en parlant de sport, tu penses-tu que, là, je change fucking de sujet, là. Correct. Anyway. Tu penses-tu que le e-sport, à un moment donné, va être respecté comme le sport? Je pense que ça va se faire graduellement. On a déjà, comme on a mentionné, fait un méchant bond avec COVID. Je pense qu'il y a 2 choses aussi. C'est bizarre, mais ça perce pas dans les médias. Tu sais, quand on parle de X Games, quand on parle de MMA, ça perce dans les médias tranquillement. Tranquillement. OK? Mais le gaming, zéro. Là, tu vas jamais entendre parler
ou presque pas. Tu vas jamais dire hey, un Québécois a gagné une Coupe du Monde, alors qu'il y a des bonnes chances que, mais me semble, à la fin, quand GSP gagnait, il en parlait dans beaucoup de médias. Ouais. Il y avait un peu de ride the wave aussi, mais en même temps, c'est le fun parce que ça push le sport. On était capable de remplir des stadiums au Québec, tu sais, des arénas. Fait que c'est le fun. Mais le gaming, on fait des side projects. Tu sais, comme avec RDS, on a RDS Jeux vidéo. Puis, tu sais, C'est quoi ça? C'est sur Internet? Ouais, fait que c'est Ok. jeuxvideo.rds.ca, je pense. Fait que il y a un complete RDS website dedicated pour les jeux vidéo depuis à peu près 2 ans. Parce que les posts qui étaient juste sur RDS tout court de jeux vidéo avaient des mixed reactions. Tu avais des gens qui étaient vraiment intenses dans le jeu puis qui étaient comme là, c'est trop cool. Puis des gens qui. Tu sais, mettons, tu vois un article sur le soccer puis tu tripes sur le hockey, tu vas pas te dire genre, c'est de la merde, donne-moi du hockey. Mais dans le jeu vidéo, c'était ça. C'était, hey, ça, c'est de la merde, je veux du hockey ou je veux du soccer. Fait que je pense qu'il y a une décision commune. Hey, nous, on care du e-sport, fait qu'on va créer un side site. Puis, on va créer, tu sais, comme là, moi, j'ai une web série dessus. Puis, ça me permet de faire ça. Je sais pas si j'aurais pu faire ça. Je sais pas si. Ouais, je veux pas dire. Si j'avais. Les ici mange les raies. Chris, ma blonde me le dit à chaque fucking jour. Là. Ouais, mais attends, là, j'ai pu le dire à quelqu'un. Je sais pas si j'avais pu faire ça. En tout cas, je dirais que ça se dit Ouais, pas c'est bien, ça. j'avais non plus. Sans le side site. Mais écoute, moi, par exemple, moi, je travaille avec le comité olympique à Lausanne pour leur forum des sports, le comité e-sports. On est autant de monde du jeu vidéo que du monde du sport et on se réunit plusieurs fois par année pour parler de la situation. Au début, il y a 2 ans, nos premiers meetings, c'était vraiment j'avais même l'impression que le monde du sport et le monde du IOC nous regardaient, genre, on est là parce que vous êtes des bébites, là, mais tu sais, genre, on est comme, qu'est-ce que vous êtes? C'est un peu ça, là. Puis maintenant, c'est genre l'inverse. Ils sont assis et ils prennent des notes, là, tu sais. Fait qu'en 2 ans, ça a extrêmement changé. Au niveau du comité olympique, juste parce qu'ils se sont assis puis ont commencé à comprendre puis à nous écouter puis à voir qu'on est pareil. On est pareil. Puis, nos athlètes, c'est les mêmes affaires que leurs athlètes. On a les mêmes problèmes, les mêmes challenges. Puis eux, ils ont déjà beaucoup de solutions par rapport à ça qu'ils peuvent nous donner quasiment gratuit, dans le sens, tu sais, on a besoin d'aide, on n'a rien. Rien n'est gratuit, là, par exemple. Ouais, ben, eux, leur intention, c'est popularité. Tu sais, Ouais. genre, ils veulent se renouveler. Là, mais... tu dis que c'est comme les Olympiques voudraient avoir le e-sport aussi comme sport, c'est ça? Ou, je pense qu'au début, c'est une exploration. Est-ce que ça serait des nouvelles compétitions, des nouvelles disciplines, ou est-ce que ça serait comme les Paralympiques? Est-ce que ça serait intégré juste en événements spéciaux? C'est plus on decide, là. C'est plein de pourparlers, mais ça fait 2 ans qu'il y a eu Pyeongchang, puis là, il va y avoir Tokyo aussi. Ben, c'était supposé être prévu, là, mais bon. Ça a été repoussé d'1 an. Oui, on a des side events en même temps. Il y en a eu pour StarCraft. Cette année, ça allait être Street Fighter et Rocket League. Donc, tranquillement, ils gagnent des... C'est pas exactement des médailles, là, mais en tout cas, c'est en parallèle avec la ville autre. Fait que, je pense que là, ils testent des choses, ils vont voir. Mais tu sais, ça a pris combien de temps avant qu'on ait des disciplines de X Games aux Olympiques? Ça a beaucoup trop long. Mais je pense que là, ça va quand même une vitesse extrêmement accélérée pour les Jeux olympiques. Mais pour de vrai, ils ont dû se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Là. Leur plus gros problème, je pense, c'est la jeunesse. Vraiment déconnectée de la télé. Puis, tu sais, les Olympiques, c'est beaucoup sur les télés puis les contrats de grosses chaînes de télé. Il y a eux autres aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Ils ont peur aussi de perdre, je dirais, un marché de sportifs qui choisiraient les jeux au lieu du sport. Fait que, tu sais, la relève, je pense que c'est une crainte et une incompréhension qu'on peut faire les deux et qu'un nécessairement ne pousse pas l'autre. Fait que, tu sais, eux autres, à la base, je pense que leur but, c'était on veut faire bouger les joueurs de jeux vidéo. Tu vois, genre. C'était aussi comme grand-père que ça. Puis là, c'est plus
une collaboration pour rendre les joueurs plus sains avec les meilleures pratiques des athlètes, puis leur donner des pauses carrières, puis leur donner des outils, puis en même temps que nous, on apprend d'un système qui est beaucoup plus établi. Là. Mais tu vois, là, moi, ce que j'ajouterais à ça, là, il y a une éclosion, parfait. Ce qui est dommage, c'est qu'au Québec, là, ce qu'on connaît là, le plus, entre guillemets, c'est le hockey, la passion, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est que depuis toujours, plus il y a une éclosion dans l'e-sport, plus il y a une démonisation du fait que si ton enfant joue au hockey 8 heures par jour, il n'y a pas de problème parce qu'il bouge. Mais si tu games 2-3 heures, c'est pas sain. Est-ce que je veux dire qu'on a besoin d'un équilibre? Là, je parle des parents, OK? Parce qu'il y a un bout là-dessus que ça appartient aux parents. Puis moi, dans le hockey, j'ai vu trop souvent des parents qui, parce qu'il y a de l'argent à faire au hockey, vont payer des cliniques à leurs enfants. Ils vont travailler, ils vont les exténuer à rien que faire du hockey, même l'été. Fait que, ce qui est weird, c'est qu'il n'y a pas ça en ce moment, OK? Mais moi, je vous le dis, dans 10 ans, dans l'e-sport, parce qu'il y a de l'argent à faire, ce même type de parent-là va dire, hey, pas de problème, game à côté, qu'est-ce que tu as besoin? Puis il va le céduler, puis ça va devenir fou parce que c'est les mêmes humains en arrière éventuellement. Fait que le e-sport n'est pas un problème, le hockey n'est pas un problème. C'est la culture qui est en arrière. Fait que, tu sais, si tu penses qu'il y a un gain, il y a des gens qui vont faire en sorte que, finalement, je ne vais pas le démoniser, je vais le valoriser, mais ça va être complètement démentiel. Fait que ça s'en vient, là, c'est sûr. J'ai fait un TED Talk là-dessus. Ça s'appelait Why You Should Care About. En fait, c'est en français, fait que je ne sais même pas pourquoi je le traduis. Là. On dirait que des fois, être bilingue, c'est la pire affaire. Là. Il y a des mots que je ne suis pas capable de dire dans une langue que l'autre. Pourquoi vous devriez. Why you should care about your kid playing video game. Pourquoi vous devriez vous soucier que votre enfant joue à des jeux vidéo? Puis, il y a une des choses les plus importantes que moi, en faisant ce talk-là, je me suis rendu compte, c'est que le fait qu'on démonisation, oh my God, je ne sais plus parler. Le fait qu'on pointe le jeu puis qu'on dit c'est le mal, c'est le démon. Il faut que tu le compares à quelque chose qu'ils comprennent. Fait que là, les analogies sont très fortes. Donc, si on prend le hockey, est-ce qu'un parent laisserait son jeune de 6 ans jouer au hockey sans casque? Non. Je dirais que non. Là. À part moi, là, moi, je suis un très bon père. Mais tu sais, on a des casques, on a des pads, on a des arbitres, on a des coachs, on a un soutien, on paie des équipements, on paie des saisons, des entraînements, on les amène dans une ville lointaine faire un tournoi, on est avec eux, on les supporte. Bon. Le gaming, c'est la même affaire. Le gaming sans protection, sans soutien, sans compréhension, sans coach, sans argent, sans encadrement, c'est de la merde. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on appelle le gaming responsable tout ça. Okay? Moi, j'appelle ça. Le gaming responsable, c'est le jeu vidéo avec tout ça autour. Un encadrement, une compréhension, une posture, tout ça. On ne dit pas le hockey responsable, on dit juste le hockey. Puis le but, c'est que le gaming devienne juste le gaming et pas juste le gaming responsable. Le problème, c'est que les parents ne connaissent pas du tout le média. Et pour eux, 2 heures, c'est trop. 2 heures, ça équivaut aux cyberdépendance. On a vu des reportages là-dessus de jeunes qui étaient cyberdépendants. Donc, on ne veut pas que notre kid soit cyberdépendant. Mais si on traite le jeu vidéo comme le hockey, ben là, ça devient une toute autre façon d'élever ton enfant par rapport au jeu vidéo. Moi, mes parents l'ont traité comme le hockey. Ils venaient me voir dans mes tournois. J'étais ado. Nous, notre souper, c'était sacré. Puis, quand ils ne savaient pas c'était quoi une partie de jeux vidéo en ligne, surtout il y a quasiment 2 siècles, c'était bien souper. Non, je peux pas. Je viens bientôt, mais finalement, ma game, c'était l'enfer. Fait que là, j'ai dit, à un moment donné, on s'est assis, puis mes parents, ils ont appris qu'une game, c'était 45 minutes, 1 heure. Fait que là, ils ont dit, commence ta dernière game, on soupe dans 45 minutes, 1 heure. That's it. Puis, that little thing a tout changé nos interactions. Parce que là, je descendais après, je disais à mes amis ou à ma pratique, peu importe, hey, moi, il faut que j'arrête après celle-là, je vais manger, je reviens après ou peu importe. Puis là, tu arrives en bas, puis
sais, moi, j'étais en haut quand je gamais, je descends en bas au souper, puis j'étais tu sais, puis là, mes parents me disaient, puis, t'as-tu gagné tes games? Puis là, on parlait de tout ça positivement, au lieu de dire, viens-t'en, là, je peux pas venir, ah ben, ok, ben, super, tu sais, puis là, c'est genre, gros problème pour rien, tu sais. Mais cette interaction-là a fait que mes parents pouvaient s'en intéresser. Moi, j'avais le goût de leur en parler. Si j'avais des problèmes, je pouvais en parler avec eux. Tu sais, mes parents ne comprenaient pas nécessairement dans le jeu ce qui se passait, mais ils comprennent les relations humaines. Mon père était semi-pro au hockey. Tu sais, je veux dire, ils comprennent l'environnement de compétition. Puis eux, en traitant ça comme le hockey, ben ça a vraiment fait que j'ai été capable d'être ici aujourd'hui à t'en parler sur un podcast. Sinon, j'aurais jamais pu. C'est aussi simple que ça. Tu sais, je dis, je suis un unicorn, mais le unicorn, c'est tout le monde autour de moi aussi. Là. Sans eux, je ne suis pas où je suis aujourd'hui. Tu serais devenu architecte. J'aurais eu un vrai job. Ben ouais. Calice de Danny. Mais ben, peut-être que je serais plus heureuse, moins heureuse, who knows. Mais c'est sûr que je ne serais pas en jeu. Hey, écoute, ça fait 1 heure. T'as-tu encore un petit peu de temps? J'ai genre encore des questions. Ben oui, moi, je suis correcte. Yes! On est chanceux, j'ai rien sur mon calendrier qui est un meeting. C'est des affaires que je peux tasser. OK, parfait. Hey, je me demandais, quand tu compétitionnais, toi, est-ce que moi, dans ma tête, là, j'ai toujours pensé que la compétition de jeux vidéo, c'était mixte. Donc, les gars compétitionnaient contre les filles. Puis, bon, depuis le COVID, comme je t'ai dit, j'écoute un petit peu plus ça. Puis, pour de vrai, j'ai jamais vu une fille jouer en compétition, tu sais. Toi, tu jouais-tu contre des hommes? C'était-tu mix quand tu compétitionnais? Fait que, est-ce que vous connaissez le poker? Oui. Fait que c'est quasiment identique, dans le sens où la plupart de nos tournois sont contre des hommes. OK. Puis on avait un petit circuit de femmes par année. Fait que on avait des compétitions internationales, un peu comme il y a des WSOP pour femmes seulement. Ou aux échecs, il y a des tournois d'échecs seulement, parce que dans le top 100, il n'y a quasiment pas de femmes. Je pense qu'il y en a une dans le top 100 aux échecs. Ouais. Fait que c'est souvent pour encourager les femmes à faire justement cette activité-là. Là. Moi, je vois ça comme... tu sais, je veux dire, quand... c'est quoi le... Pas Coupe Québec, là, mais les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les tournois collégial, tu sais, à la limite, le football collégial, le basketball collégial, c'est une façon de pousser le sport. Et dans mon contexte, c'est le jeu vidéo ou les tournois de jeux vidéo ou les jeux en particulier, dans une démographie qui honnêtement, n'existerait pas à l'international. On n'a pratiquement pas de femmes à l'international dans aucune discipline. On en a dans Hearthstone, on en a dans une dans Hearthstone, une dans StarCraft, il y en a une dans Street Fighter. J'en oublie-tu? Une dans Overwatch. Tu sais, je suis capable de les nommer, les pros. Il n'y en a pas dans Counter-Strike. Fait que toi, t'étais vraiment une denrée rare, là, en fait. Là. À mon niveau, oui, parce que même si je ne compétitionnais pas avec la crème de la crème de la crème des hommes tout le temps, genre, j'étais quand même la meilleure fille au monde ou une des meilleures filles au monde pendant énormément de temps. Puis, tu sais, on n'était pas beaucoup. Fait que, tu sais, quelqu'un peut dire, c'est facile d'être la meilleure quand il n'y en a pas beaucoup, mais il faut quand même que tu sois la meilleure. Puis, on était quand même à un assez haut niveau parmi les hommes. Fait que, tu sais, je compare vraiment ça à, mettons, ta joueuse préférée de poker féminin. C'est sûr que c'est pas la Phil Ivey ou les Helmut de ce genre, mais c'est quand même capable de jouer avec eux un peu, là. Puis, tu penses-tu que, justement, à cause de ça, le monde te manquait un petit peu de respect dans le monde du jeu vidéo? Ah oui. Ben, il n'y a pas une fois encore aujourd'hui que si on dit un article qui dit je suis championne du monde, il n'y a pas un commentaire qui dit wow, elle a gagné avec les femmes. Pas un article. Il n'y a pas un commentaire de même. Puis ça se faisait-tu aussi avec les autres joueurs? Est-ce que les autres joueurs te respectaient ou il y avait quand même une espèce de, je sais pas, un environnement un petit peu, disons, sexiste dans le monde du jeu vidéo, tu sais? Extrêmement sexiste. Je pense que c'est... ils te respectent en public, mais dès qu'ils t'affrontent, ils sont comme « Ah, ça va être facile, c'est une merde. »
Puis, j'ai lu beaucoup sur les échecs par rapport à ça, parce qu'il y a quand même tu sais, les échecs, c'est un des jeux les plus vieux, puis pourtant, il y a 0 femmes. Puis, Mhm. tu sais, ça se demandé pourquoi. Puis, il y a énormément d'études, surtout au UK, là, ça a l'air très populaire, les échecs là-bas, sur pourquoi les femmes lâchent le monde des échecs, puis pourquoi ils se font traiter complètement différemment en compétition. Puis aussi, pourquoi, quand ils ne savent pas le sexe de la personne qui joue, sont meilleurs. Quand ils pensent qu'ils jouent contre des filles, il y a plus de chances qu'ils gagnent que quand ils savent qu'ils jouent contre des gars. Fait que c'est vraiment, vraiment des recherches qui sont super intéressantes. Puis c'est comme si ça devient primal à some point quand une femme Mhm. joue un homme. La femme, elle se sent automatiquement inférieure parce qu'on lui a dit depuis plusieurs années qu'elle était inférieure, était moins intelligente. Et l'homme se sent automatiquement plus intelligent et donc perd souvent de sa rationalité et fait des moves complètement imprévisibles et risqués parce qu'il se dit c'est une merde, let's go, puis il va super agressif, puis c'est intéressant de voir c'est comme une proie victime souvent, là, l'espèce de concept dans les échecs qui est vraiment intéressant juste quand ils savent qu'ils jouent contre une femme et contre un homme. Et ça se passe à 6, 7, 8 ans. Là. Mhm. Donc, je parle pas de genre à 20 ans quand ils ont développé un univers de machoïsme. Là. C'est genre dès qu'ils sont à l'école. Puis à 6, 7, 8 ans, il y a 50% de femmes en échec et d'hommes. Puis 2 ans après, il y en a déjà comme la moitié des femmes qui ont drop out. Là. C'est vraiment, vraiment intense. Fait que ça, moi, c'est exactement ce que je vois dans le jeu compétitif. Dans les jeux vidéo, il y a autant de femmes d'hommes qui jouent. Puis dans le jeu compétitif, là, on est inexistante. Ouais. Puis là, si tu veux pas en parler de ça, là, dis-le, il n'y a pas de problème. Là. Mais tu sais, on a vu dernièrement aussi que Ubisoft, ils sont comme un petit peu dans la marde, là, à cause qu'il y a des, je pense, je sais pas comment on appelle ça, mais des personnes qui travaillaient là, peut-être plus haut gradé, qui ont été accusées d'inconduite. Là. Fait que non seulement, tu sais, ça arrive en e-sport, mais aussi pour créer des jeux, ça fait partie de la mentalité. Ou toi, quand tu travaillais par Ubisoft, t'avais-tu vu ça? Fait que moi, je pense pas que c'est un problème d'Ubisoft. Je pense pas que c'est un problème de gaming. Je pense que c'est un problème de société. Ça donne que dans le gaming, ceux qui ont construit le gaming à la base, c'est un univers d'hommes qui engageait des hommes, puis qui faisait des jeux pour des hommes, puis qui avait une mentalité d'homme, puis ça a créé une culture quand même genre de bro, là. Mm-hmm. C'est comme des bro nerds. C'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. C'est comme des gens un peu intellectuels, mais bro. Fait que, dans tous les événements de gaming, que ce soit des sports ou des conventions de jeux vidéo ou de game development, whatever, c'est genre party nights. Tous les soirs, il y a des parties. Puis, Oh, wow. tu sais, des fois, tu sais même pas à quelle party aller. Tu as des invites de genre des parties partout. Puis ça fait partie comme de l'industrie. Fait que c'est ça que j'essaie de dire. C'est comme un nerd bro kind of feeling. C'est comme très intellectuel, mais c'est aussi très kind of let's have fun. Puis c'est que récemment, là, je dirais dans les 5-10 dernières années, qu'on essaie, je pense, comme industrie, de se diversifier non seulement par les employés, mais aussi par la qualité des jeux et tout ça. Donc, ma réponse à ta question, c'est que je pense pas qu'il y ait une femme dans l'industrie qui n'a pas d'une histoire. Je pense qu'on a toute une histoire. On a toutes 2, 3, 4, 5, 6 histoires. En fait, en général, je pense que je connais pas une femme qui n'a pas d'histoire, qui soit dans l'industrie ou pas. Mais je pense que dans l'industrie, c'est plus évident quand ça arrive. C'est moins creepy dans un autobus, un gars qui, genre, te frotte une fesse, puis là, t'es comme... C'est parce qu'on est coincé ou parce qu'il est en train de vraiment de me frotter une fesse? C'est moi qui paranoïe ou genre... Genre, présentement, j'ai les 4 arrêts d'autobus, c'est le plus inconfortable de ma vie. Tu sais, ça, cette personne-là, tu t'en souviendras jamais. Ça m'est arrivé, mais tu la connais pas, peu importe. Mais mettons, dans une vidéo, la même affaire, tu sais c'est qui, tu la connais, tu vas la revoir, puis tu dois vivre avec. Je pense que c'est ça la plus grosse différence. Mm-hmm. Que là, présentement, on est tout en train de dénoncer les gens qui nous ont fait des choses parce qu'on les connaît. On sait c'est qui, on a été à des parties avec eux, on a travaillé avec eux. Puis je pense que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de situations où on fait juste comme whatever.
Ouais. Ouais. Puis tu penses-tu que ça va être comme le premier domino qu'on dit qui va faire tomber les autres dominos? Ben, tu sais, Tu sais, il y que a eu. tout va s'effondrer, puisque là, c'est Ubisoft, ça a tombé sur Ubisoft, tu travailles avec eux autres, mais tu sais, j'imagine que ça se fait aussi dans plusieurs compagnies. Là. Il y a eu effectivement un domino effect là, dans la dernière semaine. Ça a commencé avec quelques personnes dans l'univers du jeu vidéo, sur Internet, de Twitch, des influenceurs, des YouTubers, puis ça a comme fait... Puis là, tu sais, à chaque jour, il y en a des nouveaux. C'est la 3e fois de mon vécu qu'il y a une grosse situation comme ça. Il y a eu le Gamergate en 2013-2014, je pense, qui était un moment vraiment difficile pour les femmes en jeux vidéo. Le Gamergate, c'est quoi, rapidement? Je sais que tu l'avais déjà... Ah, fuck. Non, mais raconter le Gamergate, ça, c'est compliqué. Je vais essayer de te le résumer en genre 15 secondes. OK, parfait. Le Gamergate, c'est une histoire de vengeance d'un couple qui les deux étaient dans le jeu vidéo. Puis pour se venger, il y a quelqu'un qui a dit cette personne-là, cette journaliste-là, elle couche avec les développeurs. Ou non, en tout cas, cette créatrice de jeu-là, elle couche avec les journalistes pour avoir des bonnes critiques. Puis là, Ouais, OK, là, je m'en souviens. Là. c'est devenu une espèce de moment où, dans l'univers du jeu, il y a plein de personnes qui se sont cachées derrière l'intégrité journalistique pour dire Go Gamergate. Mais en fait, c'était un mouvement complètement misogyne où c'était juste les femmes qui étaient targetées et on détruisait les vies de ces femmes-là, on les menaçait de mort. Il y a eu même des tentatives. Puis il n'y a personne qui les a soutenues. Ouais, il n'y a personne qui a soutenu ces femmes-là. Il y en avait qui craignaient pour leur vie, qui sont carrément... ils étaient on the run pour des mois aux États-Unis. L'FBI, la police s'en foutait. Ça a été vraiment une catastrophe de situation. Donc, il y a eu le Gamergate. Mais la différence entre le Gamergate et les moments qu'on vit depuis quelques années, c'est que le Gamergate, personne voulait supporter les victimes. Et là, je pense que depuis quelques années, on est vraiment genre, go, on vous écoute. Il y a eu le MeToo là aussi qui était très dans le gaming aussi. Ok, c'est ça, parce que tu dis qu'il y avait comme 2 événements avant ça qui avaient fait ça. Oui, mais il y a le Gamergate, il y a eu le MeToo, que ça a eu des ripple effects sur le gaming aussi. Là, c'est vraiment le deuxième, c'est MeToo 2.0 là, qui est en train de passer, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des bulles qui ne sont pas pétées. Tu sais, comme ça a explosé un petit peu chez Ubi, ça a explosé énormément dans le streaming sur Twitch, un peu YouTube. C'est quoi qui est arrivé sur le streaming sur Twitch? Il y a du monde qui a été banni ou... il y a des investigations en cours là, de certaines personnes qui se sont fait accuser. Même chose pour YouTube. Mais c'est surtout, il y a des gens quand même très importants dans l'univers du jeu vidéo qui se sont fait accuser soit de harcèlement ou d'agression sexuelle, ce qui fait que présentement, il y a beaucoup de... si vous avez vu le documentaire de Surviving R. Kelly, là, c'est un peu de ça ce qui se passe. Là. Il y a la moitié du monde qui sont comme ben moi, je vais le supporter jusqu'à la fin des temps. Puis il y a l'autre version de c'est un détracté sexuel. Là. Il n'y a plus de la place sur nos plateformes. Fait que, c'est un peu ça, mais pour chaque personne qui s'est dénoncée. Puis c'est vraiment. C'est parce que c'est ça, on est quand même une petite. On est une grosse communauté, mais à the top, on se connaît toutes parce qu'on a toutes commencé quand il n'y avait personne. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment bizarre. C'est un peu une high school. C'est un peu malsain, des fois. Écoute, je vais essayer de pas finir là-dessus. Là. Ah oui, c'est pas c'est le déprimant. C'est la première fois que j'en parle sans pleurer, je pense, depuis que j'en parle. Fait que, ouais. Mais t'en as-tu parlé beaucoup cette semaine de ça ou? Il y a eu la presse, puis le... Chris, là, sont venus te parler, par exemple. Hein, ouais, mais j'avais dit non cette journée-là. J'étais trop occupée, puis c'est vraiment traumatisant à reparler des fois. C'est difficile. J'ai dit non aussi à 2-3 émissions de radio, mais hier, j'ai fait ma première émission de radio dessus. Mais j'en parle énormément sur les plateformes que moi j'ai, là, que ce soit mes podcasts, mes médias sociaux, tout ça. Là. Mais je parle jamais de ce qui m'est arrivé vraiment. J'ai pas vraiment le besoin. Tu sais, il y en a qui se sentent empowered. Moi, je me suis sentie empowered depuis toujours pour changer les choses. Je suis une féministe.
for gender equality, for racial equality. Genre, ça fait des années que je me bats pour. Fait que j'ai pas l'impression que c'est mon moment pour continuer à me battre. Je suis déjà dedans. Fait que c'est comme ça que je le vois. By the way, j'ai vu quelqu'un avec un t-shirt un jour avec You're either a feminist or an asshole. C'est vrai. Ça décrit bien rapidement. J'adore ça. Mais c'est vrai, c'est soit que tu veux que il y ait gender equality, parce que c'est pas à propos de female supremacy, c'est vraiment gender equality ou t'es un trou de cul. Ben, ça, je pense que c'est aussi qu'est-ce que le monde. Des fois, il dit ah, non, je suis pas féministe. Chris, si, quoi, tu veux pas l'égalité des sexes? Ouais, je le veux, mais t'es féministe. Non! Mais il y a eu un moment, je pense, où on était gênés de dire qu'on était des féministes à cause qu'il y a eu le Burn Your Bra puis tout ça, ces mouvements-là. Mais tu sais, sans les extrémistes qui ont vraiment tout donné pour la femme, qui a le droit de vote ou qu'on puisse travailler, tu sais, des choses comme ça, je ne serais pas ici en train de vous parler égal à égal. Là, fait que moi, je respecte quand même ce que les autres ont fait dans le passé, mais on n'est pas rendu à une égalité des sexes. Donc, si les hommes pensent que oui, ce n'est pas le cas et c'est important qu'on continue à en parler parce que sinon, c'est ce qui va se passer aussi, ce qui se passait avec les Black Lives Matter. C'est pas parce qu'ils n'étaient plus des slaves qu'il y avait une égalité du pouvoir ou de l'argent, peu importe. Donc, il faut continuer à en parler. Et moi, je vais être très vocale sur le fait que je suis féministe. Et c'est une tactique des misogynes aussi de dire si t'es féministe, t'es un you crazy, tu veux la female supremacy. Ça n'a pas du tout rapport. Fait qu'il faut être au courant que non, un féministe, c'est actually a good thing. La plupart de vos parents sont probablement féministes parce que s'il y avait eu un gars ou une fille, ils l'auraient traité de la même façon. Donc, c'est important de voir ça comme ça. Mais moi, je pense que j'aime plus ma fille vu que c'est une fille. Si c'est un petit gars, je l'aimerais moins, genre. Mais ça, c'est juste moi, là. Mais moi, je suis une fille à papa, avec je comprends ça. Mais c'est vrai, en plus. Anyway. C'est vrai en plus. Non, mais. Récolte ça pour le futur fils que tu vas avoir un jour. Ouais, c'est ça, je vais le regarder avec des gros yeux. Mais tu sais, si moi, je dis vraiment tout le temps qu'est-ce que je pense, là, mais tu vas comprendre. Mais quand on allait me dire c'était quoi le sexe de l'enfant, de ma fille, j'étais comme, j'espère que ça va être un gars. J'espère que ça va être un gars. Je veux un gars, je veux un gars, je veux un gars. C'est une fille, crise de déception. J'étais déçu. Puis, tu sais, on dirait que ça a tout changé quand elle est née. J'étais comme, fuck, le petit gars, je veux juste des petites filles maintenant. Mais tu sais, je sais pas pourquoi. C'est comme Kobe Bryant! Ben ouais. Comment qu'il dit? C'est quoi le hashtag Daddy's Girl ou je sais pas quoi? Non. Mais je sais pas pourquoi. C'est weird parce que je me souviens que j'étais vraiment déçu au début. Puis dès que. Je sais pas. Puis, je sais pas. On dirait que c'est comme aussi le fait de protéger, tu sais, justement, cette petite fille-là, il y a quelque chose de plus. Moi, je me suis toujours dit que mon père, comme je disais, c'est un professionnel de hockey. Là, il a joué pour les teams écoles de Boston et tout ça. Puis, pour de vrai? Tu lui dis-tu des fois que tu as plus réussi dans le sport que lui? Tu lui dis-tu que t'es champion du monde, toi? J'ai jamais dit, mais j'ai comme le goût maintenant. Mais il a toujours été un méga supporter, mais je sais en dedans de moi que s'il y avait un gars, il aurait poussé pour l'excellence dans le sport comme lui a été. Puis j'ai l'impression que tout ce que j'ai en dedans de moi, c'est à cause. C'est beaucoup, c'est sûr que c'est ma mère aussi, là, mais je veux dire, tu sais, le désir de compétitionner puis de se dépasser puis tout ça, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes chances que tu réussisses à transmettre ça à ta fille aussi. Parce que la relation papa-fille, surtout quand papa est compétiteur, est vraiment intéressante. Moi, je trouve ça, tu sais, comme tu as dit, il y a une version du papa qui veut protéger sa petite fille puis qui veut qu'elle soit la meilleure aussi en même temps. Fait que il n'y a jamais eu de manque de respect, il n'y a jamais eu de « je crois pas en toi parce que je suis sa petite fille », mais en même temps, c'était comme « let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go » tout le temps, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis ça me fait penser énormément, justement, à Kobe Bryant puis sa petite fille. À cause que on dirait qu'il était capable à la pousser pour que ça se dépasse. Il disait qu'à la même âge que lui, elle était meilleure que lui était au basketball. Il y avait beaucoup de
de trucs que je me dis, tu sais, maybe that's why. Je retiens peut-être ça de mon papa. Puis là, il y a des bonnes chances espérant que tu aies une dynamique intéressante comme ça aussi avec ta petite fille. Elle a quel âge? Elle a 8 ans, là. Ah, tu le sais déjà. Ah ouais, je le sais déjà. Non, je l'ai. Là, je vais pas le cacher, ça fait 2 ans que c'est un petit peu awkward là, avec elle, par exemple, parce que à ma dernière victoire contre Donham, j'avais dit à ma prochaine victoire, je vais t'amener à Walt Disney. Fait que là, j'ai pas perdu depuis Donham. Fait qu'à chaque fois que je rentre, puis je me suis fait casser la gueule, elle me regarde avec des gros yeux. Elle est comme déçue de moi. Je suis comme, hey, comment, si c'est déjà top de prendre la défaite, là, faut que j'arrive à la maison, puis tu me regardes avec des gros yeux. Fait que, tu sais, au moins, elle comprend que, tu sais, la victoire et la défaite, là, il y a comme un gros sacrifice à faire s'il y a une défaite, parce que elle aussi a un sacrifice à faire si je perds. Alors, regardes-tu tes combats? Ouais, elle regarde mes combats. Ben, je pense, elle est pas avec moi quand Ouais. je me bats, là, mais elle est avec sa maman. Mais je crois que oui. Moi, je me demande comment c'est. Parce que là, c'est moi qui est en train de te faire une entrevue. Genre, moi, mon chum, il en a fait un petit peu du MMA. Il a arrêté. Il a fait du football puis du MMA, puis il a arrêté un peu avant qu'on se connaisse. Puis je me suis toujours dit, tu sais, je vois tellement de personnes à la télé qui supportent leur chum puis tout ça, ou leur femme même, puis des enfants. Je me dis, comment que tu te sens quand tu vois quelqu'un que tu aimes plus que tout au monde se faire frapper d'en face? J'apprécie le sport. Je suis capable de tout aimer du sport. J'aime vraiment pratiquement tout du MMA, sauf je me dis comment que je me sens. Tu sais, c'est comment être dans ces choses-là. Je pourrais jamais le vivre. Tu sais, ça doit être vraiment particulier, là. Même tes parents aussi, j'imagine, ça doit être spécial. Ouais. Non, c'est spécial. Puis tu sais, je prêchais pour ma paroisse, là, mais selon moi, le MMA puis la boxe, c'est les 2 sports les plus difficiles au monde à cause de ça. C'est que quand tu perds, tu perds pas, OK, tu vas te rattraper le lendemain. Là. C'est que tu es humilié devant tout le monde, puis le monde qui t'aime, eux autres, ils ont peur pour toi, tu sais. Fait que c'est vraiment, en tout cas, selon moi, c'est pour ça que c'est plus difficile que les autres sports, tu sais. Je pense qu'il y a vraiment un petit quelque chose de... En tout cas, moi, je me sens toujours humilié quand je perds. Puis, tu sais, après, mes parents viennent me dire « Ah, tu t'es bien battu, c'était un beau combat. » Puis, je sais que je leur ai fait peur. Puis, en plus, moi, ça m'insulte au plus haut point de me faire dire que c'était un beau combat que j'ai perdu, tu sais. Fait que c'est comme... Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial aussi avec ce sport-là. Puis, c'est aussi ça qui le rend vraiment beau, c'est que les sacrifices que les combattants ils font, je trouve qu'ils sont plus gros que dans les autres sports. Puis là, je vais me faire haïr à cause de ce que je dis. Là. Mais c'est correct, si je peux me défendre. Mais en tout cas, ça, c'est mon point de vue, tu sais. Non, mais tu sais, la personne qui perd là, son match de tennis, là, il y a un lendemain, il a perdu, mais il n'y a pas le... Tu sais, si tu perds, tu te fais manhandler en MMA, là, c'est différent. Je le comprends, ça n'a rien à voir. Sauf que oui, tu peux être humilié de perdre dans n'importe quel sport, mais tu n'as pas cet aspect-là. Cet aspect-là est unique à la boxe et au MMA, je pense. Tu n'as pas un œil au beurre noir pendant potentiellement 2 mois après qui fait que chacun de tes posts social media, il va avoir un. Ben ouais. Puis tu sais, il y a aussi la pitié qui rentre dans ça. Il y a aussi la... tu sais, comme moi, ma fille, c'est vraiment stupide, là, c'est vraiment câble. Mais tu sais, ma fille qui mon père, c'est le plus fort au monde. Ah, finalement, peut-être pas. Tu sais, c'est juste des affaires vraiment stupides comme ça, mais qui est quand même... Tu sais, je trouve ça tough. À cause de ça, le MMA. Puis je te dirais que c'est probablement la partie la plus difficile, en tout cas à mon sens, là, que juste perdre. Là, si c'était juste moi qui perdais, quasiment encore les dessus. L'argent, même chose. Je m'en fous un peu. C'est vraiment tout alentour de ça là, qui est pas le fun. C'est vraiment le fun d'en parler. Je me suis toujours demandé ça, puis j'adore ta réponse franche. Ouais, je suis un petit peu trop franc des fois. Non! Hey! Dernière question, OK? Puis là, excuse-moi, là, genre, on revient encore à un autre sujet avant, là, mais je me sentirais mal de... Ben non, je veux juste le savoir. Là. Disons, les sports professionnels, le e-sport, le professionnel, comment les jeux sont choisis pour que ça devienne un e-sport professionnel?
Pourquoi on choisit Counter-Strike? Pourquoi on choisit StarCraft? C'est-tu les compagnies qui mettent beaucoup d'argent derrière de ça? C'est-tu le monde qui décide? Fait que je te dirais que c'est chaque e-sport qui devient populaire, c'est une compétition, c'est pas une compétition, c'est un mix entre la compagnie qui care, qui met de l'argent dedans, et où le jeu est bon, et où la communauté joue énormément au jeu. Genre, il y a tellement de monde qui joue que ça devient populaire. Je peux te donner des exemples de chaque, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 2 qui restent pas longtemps. Ça veut dire que si la compagnie met de l'argent dedans, et que le jeu n'est pas bon, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui joue, ben, il peut bien avoir un gros pic de joueurs pendant une année, mais après ça, ça va sûrement die down. Même chose, s'il y a plein de monde qui joue, mais le jeu est moyen, puis il n'y a pas beaucoup d'argent, ben après quelques années, le monde va passer à d'autres choses. As-tu des exemples de ces deux-là, de ces affaires-là? Oui, ben par exemple, compagnie qui met beaucoup d'argent, ben il y avait mon Dieu, Unreal Tournament puis Quake, à un moment donné, ont sorti un mode de jeu qui s'appelait... Oh mon Dieu, c'était en 2004. Ça s'appelait... Fuck! C'était comme un add-on de Unreal Tournament. OK. Ou de Quake. Je m'en souviens même plus. OK. Puis, ce jeu-là, il y avait un tournoi, il y avait un World Tour de $1 million. Ah, Chris. Il y avait 20 personnes qui jouent au jeu. Ah ouais? Fait que t'avais une chance sur 20 de gagner. C'était pratique. Il y avait genre Chris, comme PFL, ça? Il y avait comme 2-3 serveurs mondiaux. Puis, tu sais, je veux dire, ils faisaient le World Tour. Ces joueurs-là, c'était des pros. Ils faisaient partie des plus grosses équipes. Fait qu'ils essayaient vraiment de rendre le jeu populaire. Ok, c'est ça. Fait que ça pas pogné. Ça marchait pas parce que ça prend une communauté. Puis tu peux pas juste acheter ta communauté, il faut que le monde care. Puis dans le sens inverse, je te dirais, pendant je sais pas combien de temps, combien de gens ont joué à FIFA, puis à NHL, puis à Madden sans qu'il y ait aucune compétition, alors que c'est une copie de sport compétitif. C'est conçu pour ça. Ouais. Si je vous check, là. Je veux dire, c'est pareil. C'est toi qui va voler mes jobs, là. Il fallait comprendre que ça prenait un désir de la compagnie de faire de la compétition avec ça, puis aussi des modes un peu plus compétitifs pour les tournois, pouvoir faire des compétitions. Mais les jeux qui sont purs, extrêmement bons, compétitifs, la communauté se forme autour, puis l'argent vient ensuite, puis parce que ça devient juste, ça fait juste partie de l'écosystème, comme du Counter-Strike, comme du League of Legends, par exemple, comme du StarCraft. C'est important que le jeu soit juste purement bon. Fait que c'est une espèce d'écosystème extrêmement fragile, comme un trèfle à 4 feuilles. Puis des fois, il manque une feuille, puis c'est pas assez. Ça prend quand même quasiment toutes les feuilles pour que ça pogne. Puis même si moi je disais tout le temps, you can try, tu peux plan de faire un jeu e-sports, most likely you'll fail. Parce que tu peux pas plan. Genre, tu peux faire tout ce que tu peux pour que ça soit un jeu e-sports, mais in the end, ça prend cette perfect écosystème qui marche, puis qui éclot, puis parce que sinon, ça fait comme... Je sais pas si vous jouez à des jeux de cellulaire, là, mais il y a eu Clash of Clans là, qui a été très populaire et Clash Royale qui a été très populaire. Puis ils ont eu une scène e-sports. Je ne sais même pas s'il y en a encore une, mais très, très courte où ils donnaient de l'argent aux teams pour qu'il y ait des pro-teams. Puis on a Believe là-dedans. Puis Clash of Clans? Oui, Clash Royale. C'est comme la version... Il fallait pas que tu payes pour être bon à ce jeu-là. Oui, ben dans les... Je crois qu'en compétition, ils t'unlockent tous les héros puis tu fais juste des builds. Donc, puis moi, j'ai écouté, là, sincèrement, des compétitions, puis j'ai trouvé ça le fun, mais c'est comme si dès qu'ils ont pour l'argent, tout le monde est parti, parce que il faut que tu enrichisses ta communauté, il faut que tu travailles. Tu peux pas juste mettre genre 6 mois dans l'e-sport puis dire OK, we're out, ça n'a pas marché. Tu sais, c'est sûr que tu feras pas d'argent au début, c'est sûr qu'il faut que
tu travailles sur ton craft, tu travailles sur ta communauté. Mais il y a tellement de belles success stories qui ont commencé rough, qui sont devenues aujourd'hui des scènes compétitives enrichissantes, comme Rainbow Six présentement. Quand c'est sorti, la scène n'était pas full nice, il y avait plein de problèmes dans le jeu. Puis en 2020, ils ont leur pic de Concurrent User, alors que le jeu est sorti depuis je sais pas combien d'années. Fait que je pense qu'il est sorti depuis 3-4 ans now. Fait que ils ont continué à grinder, puis à enrichir le jeu, puis à travailler sur les features, puis à s'occuper de la communauté. Puis 3 ans plus tard, ils sont non seulement revenus dans leur investissement, là, ils sont à profit. T'sais. Ah bon. Puis là, présentement, j'avais vu qu'un. Je sais pas si c'est un bon exemple, là, mais tu me corrigeras si c'est pas le bon nom, mais Valorant, ça se peut-tu? Oui. Qui est de. Genre, moi, je savais même pas c'était quoi. Oui! Ok, toi, tu joues à ça, là. Oui! Ok. C'est ça. Ah, mais d'abord, je vais pas le battre mort. Là, si moi, je me disais, Chris, on dirait qu'il y a vraiment de l'argent derrière de ça parce que c'est comme arrivé à un moment donné, puis tout le monde en parlait. Là. Ouais, c'est le premier jeu qui me donne autant d'émotions que je joue que Counter-Strike. Il y a 17 ans, la première fois. C'est le feeling de Counter-Strike. C'est des pros de Counter-Strike qui ont fait le jeu avec des... Ah, bon. Chez Riot. Il y a un certain feeling dedans qui est exactement ce qu'on recherchait. Ça va chercher une nouvelle scène qui n'a jamais connu Counter-Strike, mais qui, for sure, trip compétition et qui peut voir la pureté de pourquoi Counter-Strike est si bon, parce que tu le retrouves dans Valorant. Si vous connaissez League of Legends puis Dota, ben c'est le League of Legends à Dota. C'est comme si CS c'était Dota puis Valorant c'était League of Legends. C'est un petit peu plus... mainstream parce qu'il y a des habiletés sur les personnages. Donc, même si tu n'es pas extrêmement bon en shooting, en positioning, en déplacement, ben, tu peux te rattraper un peu. Je dirais, là, pour la scène amateur et middle, là, tu peux te rattraper avec les habiletés puis quand même avoir des bonnes games sans tuer personne. Mais au higher level, c'est genre, you need the package. Puis ça, c'est vraiment nice à regarder. Là. Moi, je trippe. Ouais, c'était vraiment ça. Eux autres, quand tu parlais de. Tu sais, des fois, tu cibles ce que tu veux faire, si c'est un jeu e-sport ou non. Eux, c'était clair leur mission au début aussi. Puis, tu sais, les anciens ou les pros de CS, whatever, ils l'attendaient, le Valorant. Là. Puis, tu sais, c'est comme c'était. Tu sais que tu vas avoir le feeling, comme tu disais, de Counter-Strike, mais avec une nouvelle mouture, plus récente, plus excitante, etc. Là, c'était attendu comme ça se peut pas. Il y en a pas d'autres jeux qui ont réussi à même toucher à CS. Et je dis pas que c'est une compétition de Counter-Strike, je dis juste que pour moi, c'est des brothers, là, c'est des... Genre, on est main dans la main parce que pour avoir rejoué à CS depuis, CS, c'est quand même le ultimate game pour moi, mais Valorant amène quelque chose de différent. Je te dirais que tous les semi-pros de CS sont partis à Valorant. Et ils ont tout de suite eu des contrats à Valorant. Fait que ça a quand même changé même l'écosystème de Counter-Strike où les teams qui étaient comme sur le bord de devenir professionnels, de signer des gros contrats, ben, ils sont tous partis puis ils ont signé les énormes contrats directs à Valorant. Puis c'est les meilleurs teams au monde présentement. Fait que oh, wow. ça a bouleversé les deux écosystèmes. Je pense pas que ça va nuire à un et à l'autre. Au contraire, j'ai l'impression que ça a comme botté le cul un peu de Counter-Strike pour step up their game. Parce que CS, là, ça fait 20 ans qu'ils n'ont aucun challenge. Ouais. C'est le meilleur FPS out there. Ils n'ont pas besoin de rien changer. Ils s'occupent pas full de la communauté, mais ils s'en foutent parce que les commanditaires privés mettent des millions dedans. Eux autres, ils n'ont rien à faire. Le produit est bon, mais il pourrait être 100 fois meilleur s'il y avait juste quelqu'un qui s'en occupait comme du monde. Puis là, tout d'un coup, Valorant arrive, ils font des updates 2-3 fois par semaine, ils écoutent la communauté, ils fixent la plupart des problèmes qu'il y a dans CS au launch day. Puis là, t'es comme... CS, c'est comme... Ouais. Puis là, tout à coup, on a des patchs à chaque semaine avec des nouveautés à chaque semaine. Il n'y a pas de hasard. Aucun hasard. Puis tu penses-tu qu'il y avait comme des compétitions, disons, les meilleures équipes au monde à CS qui seraient intéressées justement à switcher de e-sport vu que Valorant, il serait prêt à payer vraiment, bon, des équipes de Valorant qui seraient prêtes à payer vraiment mieux ces compétiteurs-là? Je pense que oui, mais on n'est pas là. Il n'y a pas assez d'argent dans Valorant encore. L'argent, c'est une bulle là, de launch. Ça veut dire que
genre, les grosses équipes ont signé du monde direct parce qu'ils se sont dit, ils coûteront Ouais. sûrement moins cher là, que dans 1 an. Puis les tournois qui sont présentement sont crowdfunded beaucoup. Fait que c'est même pas Riot qui paye. Fait que c'est comme OK. monsieur, madame, tout le monde. Comme nous, on en fait, là, on fait des tournois, mettons, à 2000$, par-ci, par-là, mais nous, on est comme dans des petits tournois présentement. Il y a des tournois à 10, 30, 20 000 à toutes les fins de semaine quasiment. Puis c'est tout le temps les mêmes personnes qui gagnent, là. Mais bref. Fait qu'on est en train de les mettre dans leur poche beaucoup d'argent. Mais puis ça, ces tournois, je pense qu'ils vont se retirer quand les gros majors vont apparaître parce que je vois pas pourquoi eux dépenseraient 40 000 quand ils vont tous se faire voler leurs joueurs, leurs vedettes et tout ça au gros tournoi. Mais donc, je te dirais que la bulle là est risquée. Puis si t'es déjà un top CS player, tu vas pas. Tu vas pas aller à l'autre changer bord. parce que tu es déjà assuré de 1 demi-million à 1 million par année. Fait que t'as pas à toucher à Valorant qui est présentement. Je pense pas qu'il va y avoir un joueur qui va faire 1 demi-million cette année à Valorant. OK. Ah, c'est encore un bébé, tu sais. OK. Hey, écoute, avant de finir ça, as-tu quelque chose à plugger, quelque chose à promouvoir? Écoute, j'ai tout le temps 50 000 activités. Là. Ben, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Une fois par mois, on release une capsule qui s'appelle Ma vie de pro avec RDS où je rencontre un joueur professionnel de jeux vidéo et on s'assit sur le divan puis on jase. Fait que ça, c'est le fun. Le but, c'est vraiment de parler de leur carrière, de montrer qu'au Québec, il n'y a pas juste Miss Harvey parce que malheureusement, c'est la seule qu'on connaît, mais moi, je trouve ça important qu'on voit qu'il y en a plein dans plein de jeux. Puis j'essaie de leur donner une plateforme. Je fais tellement de choses avec CLG. Là. Je fais un talk show à toutes les semaines. J'ai plein d'initiatives. Health and Wellness YouTube series qu'on fait avec eux. J'ai aussi mon propre stream. Là, fait que venez me voir sur mon stream. C'est quoi ton stream? C'est twitch.tv Miss Harvey ou missharvey.tv, là, peu importe ce que vous voulez. C'est-tu en français ou en anglais? Les deux. Fait que moi, je vais parler en anglais, mais si des questions en français, je réponds en français. Puis mes mods, ils parlent français puis anglais. Puis le chat, c'est bilingue. Puis on est bien correct avec ça. Je vais dire à ma fille d'aller voir ça parce qu'elle écoute beaucoup justement de stream là, présentement. Là, puis elle joue à Minecraft. Là, elle va voir des Français de France jouer à Minecraft. Là. Moi, ma tête. Populaire, les Français à Minecraft, je sais pas pourquoi. Man, si ma tête va exploser. Si je regarde ça, puis j'ai genre le goût de péter le iPad. Mais elle aime ça. Tabarouette, elle aime ça. Puis, mais quand je lui ai dit que j'allais te recevoir, t'es comme ah ouais, elle fait ça dans la vie. Là, je suis comme oh. Ouais, ben, moi, je pourrais être streameuse à temps plein, là, genre juste faire ça, mais. Tu sais, quand on parlait de motivation, là, des fois, là, il manque quelque chose. Ouais. C'est comme. Je sais pas comment je pourrais te faire comparer ça. Instagram, je sais pas. Non, je sais pas. J'essaie de comparer, mettons, toi qui fais du MMA versus la version streamer du MMA, mais je trouve pas vraiment. C'est moi qui fais des vidéos de technique, là. Ça serait ça. Genre, mettons, tu fais ça à temps plein. C'est comme si à un moment donné, il manque de challenge. Là. Fait que, tu sais, je pourrais faire ça à temps plein, mais. Tu sais, présentement, 2-3 heures, si j'ai réussi à faire ça par jour, je suis comme. That was a good streaming day! Ouais, 2-3 heures, c'est quand même pas pire. C'est pas beaucoup pour un streamer. Là. Les streamers, c'est genre 6, 7, 8 heures minimum par jour. Ouais, c'est quand même intense, là. My God. Moi, je suis là avec mon 3 heures d'entraînement par jour, je suis comme, hey, wouh! Ben là, toi, t'as une limite physique. Ben, je dirais qu'il y a une limite mentale aussi que les streamers ne respectent jamais. Mais moi, je suis définitivement en mode je respecte ma limite. Quand je suis tannée, j'arrête. Alors que normalement, c'est comme tu sais, les streamers, ils streament dans un horaire précis, mettons du 8 à 5. Tu sais, fait que c'est une job, là, mais moi, je suis pas cette humain-là. OK, man. Ben, on va te suivre. Puis, je vais aller te voir. Moi aussi, je vais aller te. Si tu vois un gars qui s'appelle Troll69, c'est moi, là. J'espère que c'est vrai, c'est trop drôle. C'est sûr qu'il est pris, ce nom-là. C'est sûr. Attends, je vais aller juste un check live. Troll69 sur Twitch. C'est clairement Oli. Troll69 existe. Ah, shit! Non, mais moi, j'en avais un Twitch. Je jouais à Hearthstone il y a genre. Ah ouais, je vois. Ouais.
Mais j'étais tellement pourri, puis le monde était comme, t'es vraiment nul à chier, tu devrais juste continuer à te battre. Je suis comme, ouais, c'est un bon plan, ça, c'est un bon plan. Mais ouais, c'est ça. Non, mais durant le COVID, il y a plein de joueurs de hockey qui se sont mis à streamer, puis de joueurs de basket, puis de joueurs de football. Nous autres, dans les Rangers, il y a un gars qui s'appelle Lemieux. Là, il a parti sa chaîne, puis Brandon Lemieux, il stream du Fortnite avec nos pros, puis... Ah, wow! Ouais. Quand même cool, ça. Plein de choses de la WNBA aussi qui se sont mis à streamer. Mais nous aussi, en MMA, on a beaucoup de joueurs, de combattants qui streament. Là. Tu sais, il y a O'Malley là, qui stream, qui avait Mighty Mouse. Mighty Mouse, que lui, il est vraiment été avant-gardiste. Lui, ça fait longtemps, par exemple. Non, lui, ça fait un bout, là. Ouais, je m'en souviens. Puis, tu sais, il a comme quitté l'UFC pour aller à ONE FC. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ONE FC veut le signer, c'est parce qu'ils veulent se faire une espèce de branche plus e-sport. Fait que, tu sais, si le dude, il peut faire les deux, Chris, sur ta business. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Les contrats par rapport à la boxe puis au MMA, là, qui est... Tu sais, je me dis, hey, s'il y avait une association entre mettons, un org comme nous, parce que nous, on n'a pas juste des pros, on a des streamers, des lifestyle people. T'sais. Dans FaZe aussi, c'est plus rendu juste du gaming. Ils sont rendus exact. Je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de MMA people connected to org. Puis je me demande s'il n'y a pas une fear là, des organisations à cause que c'est un sport qui est quand même moderne et qui peut être parfois perçu violent. Mais je me dis, les jeux vidéo, c'est pareil. On a les mêmes problèmes. Mais c'est sûr qu'ils sont frileux parce que tu mélanges des jeunes avec de la violence. En voulant dire, c'est pas mon raisonnement à moi, là, mais tu sais, c'est qu'il y a des jeunes puis tu as des combattants qui se tapent sur la gueule. Et déjà que c'est la raison pour laquelle le mainstream du MMA grandit tranquillement, tu sais. Mais c'est un drôle de mix. C'est un peu comme le hockey junior, c'est des 16 à 20 ans. Tu peux pas faire un pool de hockey avec eux autres. C'est comme du gambling. Tu comprends? Il y a une zone qui est difficile, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue. Là. Mais... Il y a des pools de l'Auto-Québec dans les sports, en tout cas. Ouais. Il y en a aussi il y a aussi des pools de MMA. Il y a un dude qui a parti ça. Fucking nice, ce pool-là. Ouais, c'est le meilleur pool au Québec, je te dirais. Le meilleur pool au Québec de MMA. C'est vous autres? Ouais. Tu veux-tu plus d'infos, miss? Tu m'enverras ça dans mes DM. Hey, OK. Hey, merci d'être venu. Vraiment, merci. 1h40 quand même. Moi, je t'ai dit 30 à 1h. Tu sais. Moi, j'aime ça les podcasts parce que justement, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de... Pas de loi. Ouais. Si on se coupe la parole, on a le temps de revenir sur ce qu'on disait. Alors que dans les entrevues, d'habitude, c'est ça va être un 5 minutes, puis... Là, t'essaies de te dépêcher. Là. Il manque pas un beat, là, tu sais. Ouais. Tu veux plugger ton commanditaire en même temps que ci, en même temps que ça, puis là, ça devient genre pas mal marketing, là, alors que le c'est nice. Bon, genre, hey, merci beaucoup. Yes, merci beaucoup. Merci à la prochaine. Bye! Merci, là. Bye!